Vous vous demandez sûrement où j'étais passé ces dernières semaines, ou ce qui est arrivé aux 2 dernières parties de la rétrospective de Code Lyoko. Pour faire simple, j'ai décidé d'inclure toutes les saisons en une seule et unique vidéo, le tout parsemé de quelques corrections d'informations. Je vous présente donc la version définitive de cette rétrospective sur un dessin animé qui a marqué mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Ça va prendre un petit moment avant que j'en fasse une aussi grosse. Et grosse nouvelle par rapport à la série, pendant la production de cette vidéo, Jérôme Mouscadet et Sophie de Croisette, le réalisateur et la scénariste de la série, ont dit dans une interview qu'ils travaillaient sur la suite, 20 ans après sa fin. Je vous réserverai mon avis pour la fin de cette vidéo. Aussi, vous m'excuserez d'avance pour mon débit vocal lent. Ça doit faire au moins 6 mois que j'ai fait l'enregistrement. Ça s'améliore au fur et à mesure de la vidéo, promis. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un dessin animé qui a marqué mon enfance et très probablement la vôtre au début des années 2000. Je veux bien sûr parler de Code Lyoko. Je me souviens encore du jour où je suis tombé sur cette série. Jusque-là, la plupart des dessins animés que je regardais étaient plutôt enfantins, avec des univers chatoyants et des personnages de design très cartoon. Un dimanche matin, j'entamais ma quête habituelle à la recherche de dessins animés. C'est en zappant que je suis tombé sur Radio-Canada, la chaîne nationale. Il y avait cette émission appelée Pseudo Radio, animée par Frédéric Barbouchi, qui diffusait des dessins animés. On pourrait la comparer au Club Dorothée en France. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Hop 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 hop! Ma mémoire m'a fait défaut ici. Pseudo Radio était diffusé les samedis matins. Code Lyoko était diffusé le dimanche matin, légère erreur. C'est à 8h précises que ce générique m'accrochera pour la première fois. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. J'ai commencé à regarder la série en cours de route. Cette partie du générique continue de faire frissonner mon âme. Code Lyoko a été un véritable choc culturel pour moi, qui était habitué aux émissions canadiennes et québécoises pour enfants. La série se démarquait par son style artistique sombre et terne, bien loin des dessins animés habituels. Elle osait montrer des moments plus violents que la moyenne. Les personnages, bien plus âgés que moi, à cette époque tendre de mes 8 ans, m'ont offert un avant-goût de l'adolescence. Cette série s'est gravée en moi, tel un souvenir précieux, empreint de nostalgie. Code Lyoko a connu un succès international et a marqué les années 2000. Les gens en parlent encore aujourd'hui de manière positive, mais j'ai remarqué que beaucoup changeaient d'avis en la revoyant. J'ai décidé de me prêter à l'exercice pour répondre définitivement à cette question. Est-ce que Code Lyoko est surcoté ? Code Lyoko est une série télévisée d'animation française, réalisée par Jérôme Mouscadet et diffusée de septembre 2003 à novembre 2007 sur la chaîne France 3. Au Québec, la série a commencé sa diffusion à partir du 11 septembre 2004, sur Radio-Canada. La série se passe au Collège Cadic, à Paris. Elle suit les aventures d'un groupe de jeunes composé de Jérémy, Ulrich, Odd, Yumi et Aelita, qui protègent le monde en combattant Xana, un programme multi-agent dans le monde virtuel de Lyoko. Qu'est-ce qu'un programme multi-agent, me dites-vous ? Pour faire simple, Xana est un virus informatique qui peut agir sous plusieurs formes. Garage Kids. Au départ, Code Lyoko était un court-métrage réalisé par Thomas Romain et Tania Palombo en 2000. Ce court-métrage était en fait leur projet de fin d'études à l'école d'animation des Gobelins à Paris. Vous savez, la plus prestigieuse des écoles d'animation au monde. Il a été diffusé au Festival d'animation d'Annecy. Encore une fois, un des plus gros festivals d'animation dans la même année. L'année suivante, un pilote a été réalisé dans le même univers sous le nom de Garage Kids. La société de production Antefilm a été très intéressée par le projet des étudiants. Ils les approchèrent pour leur proposer d'en faire une série jeunesse. Ça m'apprendra à pas savoir lire le putain de Wikipédia correctement. Garage Kids n'a pas été fait avant, mais bien pendant que les deux étudiants travaillaient chez Antefilm en 2001. C'est le pilote qui a abouti à la série que nous connaissons. Les réalisateurs acceptèrent la proposition, ce qui permit de commencer la pré-production avec Tania Palombo et Thomas Romain impliqués dans la conception de l'univers graphique.
Cependant, au fur et à mesure de l'écriture du scénario, des désaccords profonds apparurent entre Thomas Romain et le reste de l'équipe de production. Voyant que la série s'éloignait de plus en plus de sa vision initiale, Thomas Romain décida de quitter le projet pour se concentrer sur son autre projet, Oban Star Racers. Depuis, il vit au Japon avec sa famille, où il compte plus de 450 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et sérieusement, il a un niveau incroyable en dessin. Saison 1. La saison 1 a été originellement diffusée le 3 septembre 2003 en France. Penchons-nous sur les protagonistes de la série. Commençons par Ulrich, un jeune garçon rebelle fan de Pencak-Silat et de culture asiatique. Un weeboo qui s'assume pas à quoi. Soyons clairs. Le gars fait max 1m70 et encore sa voix de prépubère. Et toutes les filles sont déjà sur lui. Il gère même les filles plus grandes que lui. Laisse-en à tes camarades de classe, mon bougre. Un peu de scrupules. Je n'imagine même pas quand il aura passé sa puberté. Il sera inarrêtable, le mec. Malgré toute l'attention féminine qu'Ulrich reçoit, il n'a Dieu que pour une seule et unique fille. Une grande japonaise ténébreuse du nom de Yumi. Ça ne vous étonne pas? Moi non plus. Tu peux pas faire plus gros bandeur du Japon que lui, en tout cas. Malgré son impudence et sa témérité, Ulrich sait faire preuve de retenue et de remise en question dans les moments critiques. Oh, Yumi. Par où commencer avec Yumi? Yumi et moi, c'était une histoire d'amour qui n'a jamais fini. J'en ai rien à battre d'Alita, j'ai toujours été team Yumi. Yumi c'est la baisse, Yumi c'est la plus belle! Bon. Par demande de mon avocat, je suis dans l'obligation de préciser que tous les commentaires faits sur les personnages de cette série sont faits avec l'état d'esprit du Daniel de l'époque qui était mineur. Je vous le rappelle, vous pouvez arrêter de reporter la vidéo les gars. Yumi est un an plus vieille que le reste de la bande. Elle vient du Japon et vit à côté du collège avec ses parents. Elle fait des arts martiaux et elle est trop badass. Elle a du caractère sans nécessairement aller dans le stéréotype de la femme forte, indépendante et badass. Avec sa douceur aussi grande que son énorme front, elle est la grande sœur du groupe, prête à tout pour aider ses proches, surtout son bel Ulrich. Jérémy, c'est le cerveau du groupe, l'archétype du nerd classique. C'est un petit génie, un peu peureux, qui monitore les Ryoko guerriers dans leurs aventures virtuelles depuis le monde réel. Dans cette saison, il consacre toute son énergie à matérialiser Alita, qui est coincée sur Ryoko et qui se cache de Xana. Il veut matérialiser Alita pour pouvoir désactiver le supercalculateur, l'ordinateur qui héberge le monde de Ryoko pour arrêter Xana qui y siège. Jérémy, frérot, je comprends ton plan, mais ne pense pas que je sois né de la dernière pluie. On sait très bien pourquoi tu fais tout ça, mon gars. Le mec passe ses journées à parler à Alita sur son ordinateur. On dirait un sub tier 3 qui n'a jamais eu de contact avec la jante féminine de toute sa vie. Au moins, contrairement à certains, il aura l'occasion de la rencontrer en chair et en os. Encore une fois, Jérémy incarne à la perfection le nerd sans aller dans les extrêmes. Sa persévérance et son leadership font de lui un personnage attachant. Odd, lui, c'est le gars marrant du groupe. À cause de sa voix, j'ai toujours pensé que c'était une fille. Jérémy? Tiens, c'est quoi ça encore? Un de ces programmes de matérialisation? Oh, des bons becs! Hé, en se dépêchant, on peut photocopier les tracks avant le déj! Il est amoureux! Wouhou! Ulrich est amoureux! Odd, comme son nom l'indique, est un excentrique. Il arrive toujours à glisser une ou deux blagues bien placées dans les moments tendus. J'adore Yumi et Ulrich, mais franchement, Odd est de loin le meilleur personnage de la bande. J'adore sa dynamique avec Ulrich. Il se complète super bien. Je tiens à rajouter que son palmarès auprès des filles est exceptionnel. Le mec est canoniquement sorti avec toutes les filles de sa classe. Puis finalement, il y a Alita. C'est un personnage central mais assez énigmatique dans la saison 1. Elle est bloquée sur Ryoko et ne sait pas se battre. Donc elle se cache et passe ses journées à chauffer Jérémy avec sa voix mielleuse. On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non, toujours rien. Mais on peut regarder de plus près. Oh, je te jure que j'ai du mal à l'imaginer. Tu nous vois tous les deux face à face? On pourrait se toucher? S'embrasser? Oui, ce serait vraiment... Ouais, je comprends pourquoi Jérémy travaille aussi fort pour la récupérer. Parlons maintenant de Ryoko. Toutes les phases sur Ryoko sont faites en images de synthèse. Ryoko est composé de différents environnements. Le désert, la forêt, les montagnes et la banquise. Le monde est aussi composé de tours qui servent de passerelles entre les environnements, mais aussi avec le monde réel. Quand nos protagonistes se matérialisent sur Ryoko, ils apparaissent sous leurs avatars. Ulrich est un sabreur jap parce que c'est un gros weeb. Il peut faire des clones et courir super vite. Yumi est une geisha parce qu'elle est japonaise, vous avez compris? Elle lance des éventails et fait de la télékinésie. Odd a un genre de costume de chat avec... Une queue?
Oui. et une image de son chien sur son torse. Il est agile et peut tirer des flèches laser, qui ne ressemblent absolument pas à des lasers. Excusez-moi, c'est quoi le but d'appeler ça des flèches laser si ça ressemble pas à des lasers? Bref, il dispose aussi d'un pouvoir de prémonition dans certains épisodes. Puis Aelita, elle fait pas grand-chose, à part désactiver les tours et créer des trucs. Pour la peine, je vais vous faire un résumé de l'épisode qui a tout commencé. L'épisode s'appelle Teddy Godzilla. Il a beau être le premier épisode diffusé, il n'est pas le premier chronologiquement. Il agit plus comme un épisode pilote servant à présenter l'univers de la série. Tout commence avec Millie, responsable du journal de l'école, qui se fait intimider par la fille de Vegeta, juste ici. Elisabeth, aussi connue sous le nom de Sissi, qui compétitionne avec Yumi non seulement pour avoir le plus gros front d'Europe, mais aussi pour l'attention d'Ulrich. Millie a du mal à se trouver un cavalier pour la grande fête de l'école parce qu'elle est trop petite. Genre. Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Ah oui. Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Bah écoute, Millie, ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Écoute Millie, ce serait pas très raisonnable. J'aime mes filles grandes et matures. Je suis pas un joueur de Smash Bros. Bref, dans cet épisode, Xana... Voyons, sans gêne, ces Français, que des techniques graveleuses pour ramener de l'audimat. Netflix serait fier de vous. Donc, Xana prend possession de l'ours en peluche de Millie. Étrangement, le nounours a l'air d'avoir une caméra intégrée. Je vous laisse réfléchir aux implications que ça a. Le nounours va réussir à s'infiltrer dans la chambre de Sissi pour l'attaquer. Terrifié, Sissi s'enfuit de sa chambre pour aller chercher de l'aide. L'incident met la puce à l'oreille à nos héros, mais ce n'est que lorsque Jim, prof de sport, affirme s'être fait attaquer par un monstre géant qu'il soupçonne Xana de se cacher derrière tout ça. Xana a sûrement activé une tour sur Lyoko. Il décide donc de se rendre à l'usine. Vous vous demandez sûrement comment l'ours en peluche est devenu géant? Moi aussi. C'est un truc que vous remarquerez tout au long de cette saison. Les apparitions de Xana sont toutes aussi capillotractées les unes que les autres. Donc oui, le trajet jusqu'à l'usine est long, l'homme en chemise hawaïenne l'a déjà relevé, je sais. Mais ça reste une introduction à un lieu que l'on voit pour la toute première fois. Je vous jure que ça va être plus rapide dans les épisodes suivants. Bref, nos guerriers se rendent sur Lyoko. Odd réussit à escorter Aelita jusqu'à la tour après avoir affronté les robots de Xana. Aelita désactive la tour et boum, retour vers le passé. Nos héros échappent in extremis à l'attaque de l'ours en peluche géant. Tout est bien qui finit bien. Même que pour être gentil, Ulrich décide d'être le cavalier de Millie pour lui faire plaisir. Mais quel gentleman! La structure des épisodes reste la même tout au long de la saison. Xana active une tour sur Lyoko, ce qui lui permet d'agir dans le monde réel. Nos héros se rendent sur Lyoko, affrontent les robots de Xana et désactivent la tour grâce à l'aide d'Aelita. Ensuite, grâce à Jérémy, ils retournent dans le passé, revenant ainsi au début de l'épisode et effaçant la mémoire de tout le monde, sauf la leur. En y réfléchissant, le retour vers le passé est un élément scénaristique dont le fonctionnement n'est jamais vraiment expliqué. C'est clairement une idée des scénaristes pour éviter de donner trop d'enjeux à l'histoire et la rendre plus complexe. En conséquence, les épisodes de la saison ont peu de continuité entre eux. Bien que cela ait été un choix volontaire pour le mode de diffusion de l'époque, qui visait à ne pas perdre les téléspectateurs qui ne regardaient pas la série depuis le début, ça devient assez ennuyeux lorsque l'on regarde les épisodes les uns après les autres. Je vais donc vous faire une sélection des épisodes notables de cette saison, le tout avec un brin d'humour, bien sûr. La programmation suivante peut contenir de la violence, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets pouvant ne pas convenir à des enfants. La supervision des parents est fortement recommandée. Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? M'en bats les couilles, hein. Alors, Ulrich, quand est-ce que tu vas oublier ta timidité et te décider à me déclarer ton amour? Mais je suis pas timide. Pas du tout. Je suis juste allergique aux gâteaux. Et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. Alors, Ulrich, on pourrait se voir tous les deux après les cours? C'est tentant. Vraiment très tentant, mais c'est non. Ah, je vois, tu joues les marioles parce que Yumi est là. Mademoiselle se réserve le gibier, elle tient la concurrence à distance. Mais pas du tout. Pourquoi tu sors pas avec elle? Elle est super canon. Peut-être qu'avec toi, il se sortira enfin les doigts du fion. T'es même pas capable d'avouer tes sentiments, espèce de chiffre molle. Si ça continue, c'est Jérémy que je vais baiser. Et pourquoi pas moi? Odd, t'es un trop gros charreau. Tu t'es déjà fait toutes les filles de ta classe. Et en plus, tu parles trop bizarrement. Jérémy et moi, on est pareils. C'est une grosse tête aussi. Et en plus, Aelita, elle est même pas là pour m'en empêcher. Bon,
Visiblement, dans cet épisode, Yumi n'est pas dans son état normal. Quelque chose se trame. Je veux que tu me défonces maintenant, Jérémy. Yumi, tu dis n'importe quoi, allons. Laisse-moi tranquille. J'ai un train là, il va faire tourner, moi. Allons, Jérémy. Ulrich est trop heureux et il veut rien essayer avec moi. Laisse-toi faire, ça se fait tout seul. Ulrich, faut vraiment que tu parles à ta meuf, là, c'est urgent. Mais quelle p***! Ulrich, attends, je peux tout t'expliquer. Ah, laisse cette grosse guidonne. Ah, va chier, Chris. En gros, dans cet épisode, Xana a matérialisé une fausse Yumi et lui a fait faire des dingueries. Les deux Yumi finissent par se battre et nos héros réussissent à désactiver la tour avant que Jérémy ne crève. Les scénaristes se jouent de nous! Ils nous introduisent Talia, une fille qui ressemble trait pour trait à Alita. C'est pas elle. Pas besoin de vous dire que Jérémy est excité comme un petit chien pendant tout l'épisode. Alita, écoute, Xana a lancé un nouveau virus. Tu es son ennemi juré, il est à ta recherche, il faut absolument te cacher. Mais il faut me faire... Ok, frérot. T'as aussi Xana qui prend possession d'une putain d'armure de samouraï. Hey, c'est lui, c'est sûr c'est lui. Appelle le faire, il y a un sort des mains, il y a un sort des mains, il y a un sort à terre. On ne reverra jamais Talia de la série. Xana prend le contrôle de Ra. Oh shit! Alright! Non, attends, Yumi. Attends, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, à propos de ta lettre. Dedans, tu dis que tu éprouves certains sentiments pour moi et bien, Yumi, je crois que je ressens la même chose. Mais Ulrich, je ne t'ai jamais envoyé de lettre. En gros, au début de l'épisode, Sissi a glissé une lettre au nom de Yumi dans la chambre d'Ulrich. Après cette clim monumentale, il boude Yumi pendant tout l'épisode. Blague à part, la relation Ulrich-Yumi est incohérente tout au long de la série. Il y a des épisodes où ils ont l'air d'être ensemble, ou d'autres où Ulrich se fait friendzone, comme celui-là. Ulrich, t'es avec nous, oui ou non? Je sais que t'es malheureux, mais y a pas de raison. Notre amitié est plus forte que ça, non? Les scénaristes font un effort volontaire pour s'aborder tout progrès que leur relation fait au cours de la série. Hé, les amis, devinez ce que j'ai fait cette nuit? Me prendre un guess, Chris. T'es encore cassé sur Alita. Comment t'as deviné? Bon, j'ai trouvé un moyen de la matérialiser dans le monde réel. Comme ça, elle sera rien qu'à moi. Regardez, j'ai réussi à matérialiser un de ses poils. Il est rose. Tu sais ce que ça veut dire? Que le tapis est agencé au rideau. Oh, rien que d'y penser. Puis là, on dit que c'est moi le pervers. Yumi, tu veux que je te raccompagne chez toi? Ah, Yumi, c'est comme que tu m'as fait manger chez toi, là. J'ai trop envie d'essayer ta cuisine. Ulrich s'évanouit à cause d'un mal inconnu. Il se repose dans l'infirmerie. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je suis sa meilleure amie. Bon, d'accord, mais pas longtemps. T'es beau quand tu dors. Xana crée une chanson qui grille le cerveau de tout le monde. Odd est sa première victime. Il est dans un état si grave qu'il est emmené aux urgences. Bah alors, qu'est-ce qu'il a? C'est grave? On ne sait pas, son cœur ralentit. C'est Xana? Non, impossible, il ne peut pas s'attaquer directement aux humains. Si j'étais restée avec... C'est l'épisode où Xana a fait le plus de victimes dans la saison et probablement toute la série. Si, tu vois, ça fait un moment que j'essaie de te le dire, mais j'ai toujours flashé sur toi et... Oh, arrête, Ulrich, tu me dis juste ça parce que t'as la dalle. Arrête, t'as encore Yumi en tête. Ouais, mais sa tête, elle est pas aussi grosse que ta tête. Et les grosses têtes, ça me fait perdre la tête. Oh, Ulrich, quel poète. Viens ici, que je t'embrasse. Xana est un putain de robot géant! Oh mais mate-moi ce boule! Comme il me fait craquer! Non, mais attends, tu fais quoi là, p***asse? Ulrich, il est à moi, y a personne d'autre, pigé? Un épisode centré sur la relation Yumi-Ulrich. Ulrich en a marre du statu quo. Il décide d'aller voir ailleurs. Salut Emily. Salut Ulrich. Dis, j'ai un problème de plomberie dans ma chambre. Est-ce que tu pourrais venir m'inspecter la tuyauterie? J'ai pas d'outils sur moi, désolé. Dommage. Bonne soirée. Attends, mais me causez pas de plomberie? Stupide! Hey Ulrich! Eddie, je peux te parler? Ah, salut Yumi.
Dis donc, Roméo, je te signale que Jérémy essaye de te joindre depuis tout à l'heure. Bon, vas-y, je te rejoins. Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est quoi cette histoire avec Émilie? Tu m'expliques? Y a pas d'histoire. Elle est cool et je m'entends bien avec elle. Je vois pas où est le problème. À moins que ça te dérange. Non, c'est juste que je trouve que tu aurais pu m'en parler. Comme un pote, quoi. Un pote? Parce que toi, c'est ça que tu veux, qu'on fasse copain-copain et rien d'autre? Ouais, exactement, copain et rien d'autre. De toute façon, c'est clair, c'est bien comme ça que tu vois les choses, non? Oh, Ulrich? Bon, Yumi, qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi, sois franche. Sois franche? 2 mois que ça dure avec Émilie, 2 mois que tu ne me dis rien. Tu oses me parler de franchise? Quoi? On était à ça d'une vraie résolution, les gars. Mais ce n'est pas fini. Vous voulez savoir ce qui se passe à la fin de l'épisode? C'est tout ce qu'on aura comme aperçu d'une relation Ulrich-Yumi pour le reste de la série. Tout le monde aura oublié ce qui s'est passé dans cet épisode. Autant dire que cet épisode est pas canon, les gars. Salut. Salut. Ça va? C'est un vrai joueur, un prédateur de l'oreille, un chasseur au croissé et à l'appétit insatiable. Il a chaque commandeur, mais c'est un vrai chacal. Bon, ça me gave là de parler musique. On a mieux à faire, tu crois pas? T'es prêt pour une partie de Grand Frisson? Ok. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est très simple. C'est quand je me penche et que tu... Enfin! Il a juste fallu 25 putains d'épisodes pour en arriver là! Je suis au bout de ma vie! Donc, lors du final de la saison, qui était en 2 parties, nous avons finalement eu droit à la matérialisation d'Aelita. Oui, Jim est là. En gros, la bande l'héberge dans l'usine parce qu'il s'est fait renvoyer pour avoir fait son sous-moon. Je suppose que le mec est sans domicile fixe depuis qu'il travaille à Kadik. Ça doit pas payer super cher, prof de sport. Bref, je vous épargne les détails, mais il aide des enfants maintenant. Aelita passe une journée à l'école avec la bande, où elle se fait accepter sans aucun problème. Jérémy lui a créé des faux papiers et l'a fait passer pour la cousine de Odds. Mais quel génie ce mec! Aelita sortie de Lyoko, ils peuvent enfin fermer le supercalculateur et ainsi mettre fin à la menace que représente Xana. Non. Malheureusement, Xana a planté un virus dans Aelita, ce qui fait que si Xana meurt, Aelita meurt aussi. Ah ben c'est qu'il est vachement futé ce Xana! On va pouvoir tenir une saison de plus avec tes magouilles. Entre-temps, après avoir travaillé à la sueur de son front, Jérémy a enfin droit à un rendez-vous avec sa bien-aimée en chair et en os. La nuit, il n'y a pas les mêmes sons ni les mêmes odeurs. Oui, tout est plus calme et la végétation respire autrement. Tiens, sens ça. Waouh, c'est génial de vivre. Et c'est à toi que je dois tout ça, Jérémy. Oui, enfin, Malheureusement, les hostilités recommencent très vite. Le lendemain, Xana fait virtualiser des robots dans le monde réel. Vous savez ce que ça veut dire? Aelita n'a pas d'autre choix que de repartir sur Lyoko pour désactiver la tour et revenir dans le temps. Une fois tout rentré dans l'ordre, Aelita explique au grand désespoir de Jérémy qu'elle doit rester sur Lyoko pour veiller à désactiver les tours en cas d'attaque de Xana. La saison finit sur nos protagonistes qui remercient Jim pour ses loyaux services. Le Jim a bien sûr tout oublié, mais il a retrouvé son travail et par extension, sa maison. C'était la seule saison de Code Lyoko que je n'avais pas regardée à l'époque. Je suis content pour le contenu inédit, mais je dois avouer que cette saison était pas terrible. Vous avez sûrement remarqué que je ne vous ai pas montré beaucoup de passages sur Lyoko. C'est parce qu'il ne se passe pas grand chose d'intéressant là-bas. La saison se concentre surtout sur les relations entre les personnages, ce qui n'est pas un problème en soi, mais tout l'aspect Lyoko en pâtit à mon humble avis. Ok, je l'avoue, j'ai été un peu vite là-dessus. Il y a quelques épisodes notables qui valent la peine d'être mentionnés. Il y a l'épisode 19. Frontières, où Jérémy est coincé entre Lyoko et le monde réel après une matérialisation qui a mal tourné. Puis il y a l'épisode 24, Canal Fantôme, où après avoir désactivé une tour au début de l'épisode, Odd, Yumi et Ulrich se retrouvent coincés dans une réplique du monde réel créée par Xana. Parmi les plus gros problèmes, il y a la répétition du schéma narratif des épisodes qui ne change pas du tout. L'histoire elle-même n'avance que très peu. J'ai dû passer à travers beaucoup d'épisodes insignifiants avec comme seule motivation la matérialisation d'Aelita, pour finalement qu'elle retourne sur Lyoko l'épisode d'après. Je suis aussi dégoûté que Jérémy à ce niveau. La saison a pas mal de points positifs. Les personnages sont super attachants et l'action est de bonne couture, ce qui est déjà excellent. Il y a beaucoup de bonnes idées et de pistes scénaristiques à exploiter, comme l'origine d'Aelita. Malgré un début laborieux, les bases de la série laissent encore beaucoup de potentiel à exploration. Nous verrons où ce potentiel nous emmènera dans la saison 2. Saison 2.
Diffusée le 31 août 2005 en France, la saison 2 de Code Lyoko est désormais sous la bannière de Moonscoop, un studio issu de la fusion entre Antefilm, le studio qui se chargeait de la série, et France Animation. Code Lyoko demeurant leur plus gros succès, ils seront aussi connus pour l'adaptation de Titeuf, Les 4 Fantastiques et même Geronimo Stilton. La saison 2 apporte son lot de nouveautés. Commençons par le plus important, Aelita rejoint officiellement le collège. Il y en a un qui est content. Dis Jérémy, tu vois, quand j'étais sur Lyoko, je pouvais voir ce que tu faisais tard le soir devant ton ordi et... Attends, Alita, on en reparlera plus tard. Arrête de traîner et continue à me suivre. Mais je peux savoir où tu m'emmènes en fait? T'inquiète, c'est un endroit où il y aura juste toi et moi. T'es partante pour une partie de Grand Frisson? Grand Frisson? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. C'est quand tu te mets sur moi et que tu commences à... Grâce au super scan que Jérémy a développé, Aelita n'est plus obligée de rester sur Lyoko pour surveiller les tours. Elle peut désormais vivre une vie de collégienne normale. Cependant, la menace de Xana plane toujours. Le virus qu'il a implanté en Aelita empêche nos héros de fermer le supercalculateur et de mettre un terme à ses agissements. Le principal objectif de la bande sera donc de trouver un moyen de soigner Aelita de son virus. On retrouve le collège Kadik comme dans la saison 1. Un nouveau venu vient causer son lot de tumulte dans la vie d'Ulrich. Il s'appelle William. Alors c'est toi, Ulrich Stern. Yumi m'a parlé de toi. Ça fait plus d'1 an que vous parlez, et tu l'as toujours pas baisé. Pauvre merde. Elle est à moi maintenant, et il y a rien que tu puisses faire, connard. Allez, à plus, mauviette. Hey, crime, ta place l'aurait pas prise, ça? Ta gueule! William s'est fait renvoyer de son collège, et il a atterri dans la même classe que Yumi. Pas besoin de rajouter qu'il n'a Dieu que pour elle. Oh non, je ne me définirais pas comme un rebelle. J'ai juste une tendance à la rébellion. Ouais, mais tu t'es quand même fait renvoyer pour avoir collé une tonne d'affiches sur tous les murs de ton école, non? Objection, votre honneur, circonstance atténuante, folie temporaire, c'était des déclarations d'amour. Ça veut dire que l'amour peut te rendre fou? Complètement dingue, ouais. Ah. Tu veux que je te montre un exemple là? Maintenant, ouvre la bouche. Ouais, ça frissonne encore. C'est ce que je vois. Lors d'une sortie scolaire dans l'épisode 1, Aelita trouve l'Ermitage, une vieille résidence abandonnée. En visitant la résidence, Aelita se fait envahir par une série de flashbacks de sa vie passée. Un homme se trouve dans ces flashbacks. Il s'agit de Franz Hopper, un individu énigmatique qui serait le créateur de Lyoko, qui a laissé son journal et qui pourrait bien détenir la clé de tous les mystères qui entourent l'origine de Lyoko, mais aussi l'origine de Xana. Pour ce qui est de Xana, il est devenu plus puissant. Il a de nouveaux monstres dans son arsenal, comme la Tarentule, puissante créature munie de 2 canons. En plus de ses nouveaux sbires, Xana gagne désormais en puissance à chaque retour vers le passé initié par nos protagonistes. Ils devront donc y réfléchir à 2 fois avant de l'utiliser. C'est une solution bien trouvée pour pallier au principal problème de la saison 1. Mais je me suis posé la question suivante. En quoi est-ce que ça empêche Xana de continuer ses attentats? On a pu observer l'étalage de toute la puissance de Xana dans la saison 1. Il pourrait très facilement forcer Jérémy à retourner dans le passé encore et encore, en essayant de détruire la ville, par exemple. C'est plus ou moins ce que Xana a fait dans l'épisode 30. Il est parti se servir tout seul, comme un grand. Il a directement pris contrôle du retour vers le passé et il en a fait 3 d'affilée avant que Jérémy s'en rende compte. Ce qui lui a permis de débloquer un pouvoir utile, que je vous explique à l'instant. Puis, j'ai oublié de le mentionner, c'est dans cette saison que nos héros ont droit à des véhicules. Qu'est-ce que les scénaristes ont trouvé pour régler le problème? Le principal objectif de Xana n'est plus simplement de causer la destruction, mais de récupérer les souvenirs d'Aelita, car il renferme des informations précieuses sur le monde de Lyoko. Par conséquent, les attaques de Xana sont plus sournoises. Par exemple, il possède des gens du collège et il essaye d'emmener Aelita de force à l'usine. Au grand soulagement de nos héros, les personnes possédées par Xana n'ont aucun souvenir de leurs agissements. Comme c'est pratique. C'est une explication qui se tient plus ou moins à mon avis. Encore une fois, il n'y a rien qui empêche Xana de faire ce que j'expliquais plus tôt. Mais bon, je vais arrêter de chipoter. Lyoko a lui aussi droit à ses nouveautés. Ulrich et compagnie découvrent un 5e territoire. Il s'appelle Carthage. Carthage n'est pas le nom du 5e territoire. Carthage n'est que le nom de l'indice qui a permis à Jérémy de découvrir le mot de passe Scipio, qui permet de faire venir le transporteur dans l'épisode 28. Je vais me tromper tout au long de la vidéo, mais le nom du 5e territoire est tout simplement le 5e territoire. Il n'est accessible que par une passerelle appelée par Jérémy grâce à un mot de passe. Carthage servirait d'immense base de données pour tout le monde de Lyoko, mais également pour Xana qui s'en sert comme quartier général. L'équipe de production de la série a vraiment conçu cet environnement avec amour. Il est rempli de recoins à explorer pour nos héros tout au long de la saison. Il vient aussi avec ses nouveaux adversaires, les rampants, des gardiens de Carthage qui tirent avec leur bouche, et les mantas, des raies volantes qui tirent des lasers et placent des mines explosives. On se retrouve aussi avec... Est-ce que je dois vraiment parler de ce truc? Je vous avais dit que Xana avait besoin de récupérer les souvenirs d'Aelita, n'est-ce pas? Eh bien, voici le moyen qu'il a trouvé pour le faire. Il a créé la Méduse, une créature à tentacules qui n'a qu'un seul rêve, s'emparer d'Aelita pour...
lui faire des choses. Les scénaristes savaient ce qu'ils faisaient. La méduse n'a aucune capacité d'attaque. Rien. Elle ne débarque que quand Alita est seule et sans défense pour essayer de lui sucer tous ses souvenirs. Tout ça pour s'enfuir à la moindre blessure. Non mais regardez comment c'est pathétique. Elle doit apparaître dans presque tous les épisodes de la saison. Nos héros n'ont vraiment pas l'air de faire d'efforts pour la tuer, donc elle revient comme de la mauvaise herbe. Vraiment casse-couille comme monstre. Je pense que j'ai pas mal fait le topo pour cette saison, je vais donc vous présenter les épisodes notables. Il y en a beaucoup cette fois-ci, je vais essayer d'être concis. Jérémy? On a une couille géante qui s'approche vers nous. On est censé faire quoi? Attends qu'elle te bouffe. Quoi? Je te garantis, ça fait partie du plan. Les gars, j'ai compris qu'elle était japonaise, mais vous aurez pu au moins lui mettre autre chose dans ses nouilles. Non mais regardez comment ce repas est triste. La pauvre. Ses parents pensent sûrement que toute la bouffe passe dans son front. Et c'est reparti. En plus, il s'offre le luxe de nous montrer ses pieds en gros plan. Sacrés animateurs, ils se cachent plus maintenant. Tarantino serait heureux. Ça ne vous dérange pas que je donne cours? Ah non, pas du tout, madame, vous êtes là pour ça. Qu'est-ce que la photosynthèse? La photosynthèse... C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. Quel est l'élève de cette classe qui, bien qu'ayant des notes lamentables en sciences, se permet de ne pas écouter durant les cours que lui dispense son professeur? Allons, la réponse est... Ben, moi, madame Hertz. Eh bien voilà, bravo Odd, tu vois bien que tu peux y arriver quand tu t'appliques. Je n'imagine même pas toutes les insultes qui passent par la tête de Odd en ce moment. Mais ferme donc ta gueule, grosse c*** de c***, cette vieille charrue à m*** de c***, qu'est-ce que tu me prends pour un utilisateur de santé sain, ma t***? Jérémy est parti sur Lyoko hors cam! Et c'est chiant, il ne nous même pas montré! T'inquiète pas, Ulrich, je vais te faire oublier cette de Yumi. Elle t'a jamais mérité de toute façon. Donc, t'as envie de le faire sur quelle musique? Attends, j'ai le CD parfait pour toi. Oh non, je me suis trompée de disque. Oh, comme c'est embarrassant. Je pensais avoir jeté ce CD. Attends, je pense que cette fois c'est la bonne. Et merde! Ouais, non, si, j'ai plus trop envie maintenant. Je me casse. Ulrich, non! Si tu te trompes, je te jure, je te... Salut les gars! T'es certain que t'es toujours pour Yumi? Je resterais poli, mais à ta place, elle aurait déjà tenté de ma quenouille, si tu vois ce que je veux dire. Oh, Odd, t'es un vrai chien, merde. J'aimais bien le front de Sissi, mais finalement, il est pas assez gros. Moi, c'est le front de Yumi que je veux. Regarde, il est bien gros comme ça, comme je les aime. Oh non! Lève ta tête, c'est ici que ça se passe. T'as toujours une tête de fragile. Tu t'entraînes ou ça vient naturellement? T'as un problème? Toi! C'est toi mon problème, putain! Laisse-moi tranquille! Quoi? C'est pour ce qui s'est passé dans la forêt? Mais t'avais qu'à être plus rapide, mon ref. Ça fait 2 saisons qu'Yumi et toi, vous êtes copains, et puis c'est tout. Ça fait à peine 1 saison que je débarque et tout le monde m'adore déjà. L'audimat me préfère clairement à ta gueule de victime. Tu crois qu'Yumi va mouiller pour un avorton comme toi? Eh non... Avec ta vieille tête de toupie Beyblade, t'es même pas capable d'aller lui avouer tes sentiments. Et regarde ce que ça t'a donné. Reste réfléchir dans ton vieux lit de merde. Je dois aller retrouver Yumi. Elle a la qui lui démange. Je vais aller la soulager. Attends, Aïlita, tu veux une blague? C'est un musulman qui va dans un supermarché. Il demande à un commis: bonjour, vous avez des céréales halal? Le commis lui dit: oui, j'ai des tartines, de la confiture, tire. Odd, laisse-moi faire. Je dis, personne ne se souviendra de rien. Toi comme les autres d'ailleurs. Et toi? Moi c'est différent. Je me souviendrai de tout. Dans ce cas, tu n'oublieras pas ça. Sissi emmène Ulrich dans le sous-sol du collège pour invoquer un esprit. Profondis ténébré, des profondis ténébré. Ça, c'est le diable!
Une tour a été activée par Xana au début de l'épisode. Alors que la bande arrive à l'usine, c'est Franz Soper lui-même qui les accueille. Mais quel boss! Le mec désactive la tour en 3 coups de clavier. Il est venu pour aider Jérémy à concevoir l'antivirus pour Aelita. Il sort aussi cette dinguerie au passage. Tu t'es servi des scanners pour virtualiser des êtres humains? Bah oui. C'était le seul moyen qu'on avait pour désactiver les tours sur Lyoko. Oui, je vois, seulement le processus de virtualisation n'était pas encore au point. C'est une procédure extrêmement dangereuse, il peut y avoir de graves effets secondaires. De quel genre? Dégénérescence cellulaire. Et oui les enfants, vous avez tous le cancer maintenant. Odd et Ulrich s'en sortent pour l'instant, mais quelque chose se trouve dans le cerveau de Yumi. L'épisode ne nous donne pas plus d'informations sur la maladie en question, mais Jérémy est persuadé qu'il doit y avoir un remède. Toute la bande le blâme pour leur avoir fait courir un aussi gros risque depuis tout ce temps. Même Franz Soper y met du sien. Et moi alors, je fais quoi? Moi, si j'étais toi, je me ferais tout petit dans mon coin. Alors ça, c'est pas juste. C'est moi qu'on accuse de tous les maux. Mais si mes souvenirs sont exacts, c'est ensemble qu'on a rallumé le supercalculateur. Peut-être bien, seulement c'est toi, Jérémy, qui a joué les apprentis sorciers. C'est toi qui as fait courir des risques inutiles à tes compagnons. Et c'est toi qui as laissé Xana détruire mon journal. Très bien, ça va, j'ai compris. Jérémy, attends, non! Nah, pour vrai j'ai mal pour Jérémy. Te faire chier à la gueule après avoir fourni tant d'efforts, c'est horrible, le pauvre. La bande se rend sur Lyoko pour une dernière mission. Leur objectif est de récupérer les données nécessaires à la programmation de l'antivirus de Xana. Grâce à l'expertise de Franz Soper, ils reçoivent des améliorations qui leur permettent de vaincre les monstres de Xana sans effort. Aelita est la dernière à se faire virtualiser, mais c'est sur le territoire du désert qu'elle apparaît, toute seule avec la méduse. Pour les autres Lyoko guerriers, ils se retrouvent tous désarmés et sans défense. Quelque chose cloche, vous trouvez pas? Jérémy a percé la fraude à jour. Comment est-ce que Franz Soper a su que son journal a été détruit? Dans un épisode précédent, c'est Jérémy qui l'avait détruit alors qu'il était sous le contrôle de Xana. Il n'y a donc qu'une seule et unique raison. Jérémy finit par arriver à l'usine pour confronter le faux Franz, le génie. Il a demandé à Aelita de virtualiser un leurre d'elle-même. Oui, ça se fait, je vous jure. Le plan de Xana tombe à l'eau et ils parviennent à désactiver la tour sans problème. Puis finalement, pour l'histoire de cancer, c'était du pipeau. Le vrai Franz Soper se trouve encore quelque part sur Lyoko. Très bon épisode, plein de rebondissements et de développement. Jérémy a fait une copie du journal crypté qu'il a soigneusement stocké. Il essaye de le décrypter pour obtenir les informations qui s'y cachent, mais pour cela, il va falloir qu'il active une tour pour en utiliser la puissance. Pas besoin de vous dire que Xana n'apprécie pas du tout et essaye de lancer une attaque. Bref, Xana essaye de prendre le contrôle de la tour pour s'emparer des données, mais se fait contrer par le vrai Franz Soper qui les aide finalement à obtenir le journal et ses secrets. Aelita? Je sais pas pourquoi, mais Xana a perdu le contrôle de la tour. Franz, c'est Franz Hopper. C'est Franz Hopper qui nous aide. Grâce au journal, on apprend notamment qu'Aelita était la fille de Franz Soper, qu'elle vivait avec lui sur Terre et qui se sont tous les deux matérialisés sur Lyoko. Selon Jérémy, Xana n'a jamais implanté de virus dans Aelita. Il lui aurait pris quelque chose, un fragment de sa mémoire qui se trouverait sur Lyoko. Jérémy l'aurait repéré sur le 5e territoire. Aelita prend très mal le fait que Franz Soper soit son père biologique. Pour elle, son père lui a volé sa vie en jouant au savant fou. Elle décide donc d'aller à l'usine pour mettre fin à ses jours. Je rigole pas, hein. Elle désactive le supercalculateur et s'effondre au sol. Waouh. Jérémy finit par la retrouver et la convainc que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'ils parviendront à vaincre Xana par un autre moyen. Ils se rendent finalement sur Lyoko pour récupérer le fragment d'Aelita avec l'aide de Franz Soper, qui leur envoie des mantas pour les aider. Ils trouvent le fragment, mais avant de pouvoir l'atteindre, tous les Lyoko guerriers se font éliminer, laissant Aelita seule avec la méduse. La méduse ayant fini d'abuser d'Aelita, Xana a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire les clés de Lyoko. Il active les tours de tous les territoires et grâce à leur puissance, il parvient à s'évader du supercalculateur pour aller se terrer dans le réseau informatique mondial. Aux portes de la mort, Aelita se remémore son enfance, la vie qu'elle vivait dans les montagnes avec sa mère et son père, qui jouaient du piano dans le salon. Elle se remémore aussi de ce jour fatidique où des hommes en noir sont venus à leur trousse lorsqu'ils vivaient à l'ermitage et qu'ils durent s'enfuir dans une usine désaffectée, rejointe grâce à un passage secret. S'apprêtant à se faire virtualiser, son père lui dit ces mots. Tout se passera bien, ils se retrouveront bientôt, dans un monde où ils seront à l'abri, elle et lui, pour toujours.
Oh. Mais qu'est-ce qui se passe, Jérémy? C'est Franz Hopper. Il est en train de faire revivre Lyoko. Les tours se désactivent une par une. C'est le monde de Lyoko qui revit, grâce à Hopper qui voulait sauver sa fille. Aelita est désormais libre, mais Xana aussi. Il se cache quelque part dans le réseau mondial. La lutte n'est toujours pas finie pour nos héros virtuels. J'ai beaucoup apprécié cette saison. Le fil rouge était beaucoup plus clair à travers les épisodes. On a aussi eu droit à beaucoup de nouveautés qui ont rendu le visionnage très agréable. L'ajout du 5e territoire était une nouveauté très appréciée. Ça a permis d'élargir l'univers de Lyoko. Et également, l'ajout de personnages comme William vient ajouter un peu de piquant dans les dynamiques du groupe. L'abandon du schéma narratif bidon de la saison 1 était de loin la meilleure idée. Les épisodes se ressemblent moins et se suivent plus. Même les épisodes moins importants sont écrits plus intelligemment. Et je pèse mes mots. Vous devez sûrement avoir remarqué les bonds de malades entre les épisodes. C'est qu'il y avait trop de matériel à couvrir sans doubler le temps de la vidéo consacrée à cette saison. Il y a l'épisode 35, où Xana s'allie avec la bande pour détruire un système multi-agent créé par Jérémy qui a mal tourné. Il y a l'épisode 37, où Xana matérialise des crabes dans le monde réel et qu'Ulrich les affronte à coups de sabre. Il y a l'épisode 40 avec des zombies. Il y a l'épisode 41, où le directeur est contrôlé par Xana et a des pouvoirs électriques. On a un épisode, l'épisode 42, où Odd et Yumi changent de corps, et t'as Odd qui chauffe Ulrich dans le corps de Yumi. Le tout agrémenté d'une petite touche de racisme. Je vais aller me coucher. Et il se passe aussi ça. Ah non. Non, tout va très très mal. L'épisode 43 est une dinguerie. T'as Xana qui crée des clones de toute la bande et les envoie rouler des pelles à des élèves random du collège. Xana a aussi cloné des profs. Pour ce qui est des défauts, je trouve que la saison commence peut-être un peu lentement et il y a encore quelques fillers. Cela étant dit, cette saison est une amélioration en tout point de la saison 1. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que l'histoire nous emmènera. Saison 3. Maintenant que Xana s'est infiltré dans le réseau informatique mondial, il est devenu pratiquement impossible à traquer. Nos héros sont dans une situation épineuse. N'étant plus sous l'emprise du supercalculateur, Xana n'a plus qu'à détruire Lyoko pour empêcher la bande de le retrouver et ainsi avoir une victoire totale. Par-dessus tout, Jérémy et ses amis ont de plus en plus de difficultés à concilier leur vie d'étudiant et leur combat contre un Xana plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Mais comment vont-ils faire pour sauver le monde de Lyoko de la destruction? Le plan de Xana est super simple dans cette saison. Il active une tour pour forcer Aelita à venir sur Lyoko, il divise les Lyoko guerriers pour qu'ils ne puissent pas la défendre et il utilise la méduse non plus pour lui voler ses souvenirs, mais pour prendre son contrôle. Une fois Aelita sous son contrôle, il l'envoie dans une tour d'un territoire donné pour y activer le code Xana et détruire le territoire. C'est la stratégie qui va permettre à Xana de détruire les territoires de Lyoko un par un. Il ne s'agit cependant que de la première partie du plan, visant à empêcher les protagonistes de se rendre sur le 5e territoire via les autres. Pour asseoir sa domination dans l'univers virtuel, Xana a pour objectif de détruire le cœur de Lyoko qui se trouve dans un nouvel espace du 5e territoire. Le cœur est composé de barrières qui prennent un certain temps à détruire. Nos héros devront donc non seulement désactiver les tours activées par Xana, mais aussi défendre le cœur de Lyoko de ses attaques. Il y a également une nouveauté dans cette saison. Aelita a développé des nouveaux pouvoirs. Elle peut lancer des boules d'énergie et les utiliser pour bloquer des attaques. Maintenant qu'elle a retrouvé sa mémoire, Aelita ne court désormais plus le risque de disparaître à jamais si elle se fait dévirtualiser. Elle est désormais une Lyoko guerrière à part entière. Voilà le topo pour la 3e saison. Maintenant, il est temps de passer aux épisodes notables. Hiroki, le petit frère de Yumi, qu'on voyait dans les saisons précédentes, est désormais au collège Kadik. Hiroki est facilement dans mes personnages préférés, c'est vraiment un petit con avec sa sœur, je l'adore. Ok, le réal s'est donné tellement de mal pour cette séquence, c'était quoi l'intérêt de nous faire un mouvement de caméra aussi élaboré? Jérémy! Aelita, envoie-lui un champ de force. Ouais, bon, j'ai dit qu'Aelita avait de nouveaux pouvoirs, pas qu'ils étaient efficaces. Dans cet épisode, Aelita, contrôlée par Xana, détruit le territoire de la forêt. Qui êtes-vous? Nous appartenons à une section ultra secrète des services secrets. Le président en personne ignore notre existence. Et même nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Je vous jure, j'ai rien modifié, c'est sa vraie voix là. On a droit à un petit flashback PowerPoint de l'arrivée de Aelita sur Lyoko. Papa, où es-tu? Réponds! Je suis là, Aelita. Son père n'a pas pu avoir de forme dans le monde, donc Aelita n'a pas eu d'autre choix que de se cacher dans les tours. Ulrich, t'as 5 minutes? Faudrait que je te parle en privé. Bon, je t'écoute. Bon, voilà.
t'es le meilleur ami de Yumi, pas vrai? On peut dire ça comme ça. Le problème que j'ai, c'est que quand je vois Yumi, c'est plus fort que moi. J'ai le bengala qui devient tout dur et je comprends pas pourquoi. Toi, est-ce que ça t'arrive souvent? Ah, si seulement t'avais idée. Est-ce que j'ai vraiment envie de lui faire? Comment dire? T'as déjà joué une partie de Grand Frisson? En fait, c'est quand tu... Je sais pas de quoi tu parles et j'ai pas envie de savoir. Et puis Yumi, elle cherche pas de copain pour l'instant. Ah, ok, je comprends. Elle est avec William, c'est ça? Mais non, putain! Elle est avec qui, alors? Odd? Viens quand même pas me dire qu'elle est avec toi. Ça fait 3 saisons que tu fous rien avec elle, il serait un peu temps de faire croquer, frérot. Tes parents t'ont jamais appris le respect, petit con! À la fin de cet épisode, Aelita détruit le territoire du désert. Ah ben alors, il est où mon bisou, salope? Me dis pas que tu vas aller voir cette lopette d'Ulrich quand même. J'ai rien à t'expliquer, sale con. Laisse-moi tranquille. Pas avant de m'avoir donné mon bisou. Dans cet épisode, William, sous-moon comme il est, suit Ulrich et Odd jusqu'à l'usine. Il réussit à rentrer dans la salle de contrôle à leur grande stupéfaction. Toute la bande est là, sauf Yumi, qui est injoignable. William propose de partir la chercher. N'ayant pas d'autre choix, nos héros le laissent filer en espérant qu'il n'aille pas tout balancer au proviseur. Pendant que la bande se fait matérialiser sur Lyoko, un mec qui ressemble à Mario vient poser ses bombes tranquillement dans l'usine. William et Yumi le croisent à l'entrée et se battent contre lui. Ils se font péter. In extremis, Aelita réussit à désactiver la tour désactivée par Xana. Mario est donc libéré de son emprise et s'évanouit sans pouvoir désactiver le détonateur. Aucun problème, ils n'ont qu'à effectuer un retour vers le passé, comme ça ils ne courent plus le risque de sauter et William aura tout oublié. Non. Mais non, parce qu'Aelita, comme une conne, a décidé de sortir de la tour pour se retrouver nez à nez avec la méduse. Je pense qu'elle commence à aimer ça. Il ne reste qu'une seule solution, trouver le détonateur et le désarmer avant que tout n'explose. Pendant que Yumi part sur Lyoko pour empêcher une Aelita xanatifiée de détruire le territoire de la banquise, William, Odd et Ulrich trouvent le détonateur. Ulrich et Odd n'ont aucune connaissance en explosifs. Mais par chance, l'oncle de William l'a montré comment faire une fois. Je vais essayer de désarmer le détonateur. J'ai besoin d'un dérivatif. Tu sais faire ça, toi? Mon oncle m'a montré comment faire. Une fois. Une seule fois? Eh bien oui, une fois ça suffit si on n'est pas trop bête. Après un moment de suspense, William désarme le détonateur à temps et Yumi parvient à dévirtualiser Aelita. Double victoire pour nos héros. Quelle chance qu'un adolescent ait retenu par cœur comment désarmer le détonateur d'une bombe après une seule et unique démonstration. Reconnaissant les exploits de William, la bande décide de faire un vote anonyme pour déterminer s'il devrait rejoindre le groupe. Il faut que le vote soit unanime. Malheureusement, une personne a voté contre. William ne deviendra pas un Lyoko guerrier. Vous vous demandez sûrement qui a voté contre. Serait-ce Ulrich, qui se fait humilier depuis la saison 2 et qui est un jaloux notoire? Serait-ce Odd, qui, ne voulant pas voir son meilleur ami se faire rabaisser encore une fois, décida de voter contre? Ou serait-ce Jérémy, qui, pensant que les tensions au sein du groupe nuiraient à leur lutte contre Xana, décida d'imposer son veto? Eh bien, il s'agissait de Yumi. Mais quel enfoiré! Mais qu'il arrête de venir stocker ma maison, ce chien! En gros, Yumi n'a pas confiance en William. C'est compréhensible, mais bon, on était à ça de l'avoir, notre 5e Lyoko guerrier. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de flèches laser. Deux cancres là, droit devant. Certes, et vous me tuez. Ulrich et Odd perdent la boule. Ils sont envoyés à l'hôpital. Voilà où ça mène de passer son temps devant pléthore de jeux vidéo et les séries de dessins animés. 16. Merci, vraiment très aimable. Un petit jokari, ma mignonne. Ah, juste une partie. Allons, celui qui gagne a droit aux médicaments de l'autre. Ok. Wow. Mais bien sûr, Aelita pouvait pas être la seule à se faire tentaculer. Il fallait que ça arrive à la japonaise. Je vois ce que tu fais, Sophie de Croisette, je vois ce que tu fais et tu me rends mal à l'aise là. Cet épisode est horrible, sérieux. T'as Yumi qui se fait abuser pendant tout l'épisode sans l'aide de personne. Sophie, si ça continue comme ça, soit je vais penser que t'as un fétiche étrange, ou soit je vais penser que t'aimes pas les Asiates. C'est l'un ou l'autre. À toi de choisir, Sophie. Yumi doit être le personnage qui se fait le plus démonter dans toute la série. Et oui, j'assume totalement le double sens. Bon, pour résumer, le supercalculateur manquait de pouvoir et risquait de s'éteindre. Aelita a décidé d'activer une tour et de détruire le territoire de la banquise pour récupérer assez d'énergie pour relancer le système. Bref. Jérémy essaye de trouver un moyen de matérialiser tout le monde directement sur le 5e territoire. Il utilise Ulrich comme cobaye. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Ulrich disparaît. Hé, petit con, regarde un peu en bas. Bah c'est bon, Ulrich! C'est toi? Non, c'est ta mère. Mais oui, c'est moi, du con. Simonac, mais comment tu t'es retrouvé dans le corps de mon chien?
En fait, j'ai crevé. Je suis devenu un fantôme et je l'ai possédé. Ça veut-tu dire que je peux fourrer Yumi? Continue comme ça et je te pisse dessus! Oh, t'es un vrai chien, putain! Plus tard, Ulrich prend le contrôle de Jim pour essayer de négocier ses notes durant le conseil de classe. Ah, Madame Hertz, vous tombez bien. Justement, je voulais vous parler du conseil de classe et je me disais que... Oh, arrête ça, Jim, et appelle-moi Suzanne. Dis-moi, j'ai quelque chose à te demander. Rendez-vous au gymnase dans 5 minutes. Dépêche-toi, c'est très important. Ouais, Tiens, je savais pas que Jim gérait les GMILF. Yumi se fait convoquer par Monsieur Delmas au sujet de ses nombreux retards et absences. Elle se fait donner un ultimatum. Au prochain retard, elle se fera expulser du collège. Toute la bande se réunit pour en parler. Mener de front les études et la lutte contre Xana devient une tâche trop ardue. Aelita propose d'intégrer William une bonne fois pour toutes. Il a déjà fait ses preuves et il leur permettrait de souffler un peu. Yumi, toujours convaincu que William est trop téméraire, refuse catégoriquement. Il décide d'en reparler à tête reposée demain matin. Xana active une tour comme à l'accoutumée, donc Jérémy a besoin de tout le monde, incluant Yumi, qui est dans une salle de photographie seul avec William. Serviable comme il propose à Yumi de sortir par la fenêtre pendant qu'il trouve le moyen de gagner du temps avec Jim et le reste des élèves qui attendent dehors. William lui raconte aussi un rêve qu'il a fait avec une usine et un immense ordinateur. Il se souvient des événements de l'épisode 59. Odd, Yumi et Aelita arrivent sur Lyoko. Ulrich n'est pas là car il a un examen de labo à faire pour sauver sa moyenne générale désastreuse. Ils se font virtualiser sur Lyoko, mais avec des bugs. C'est un double de Jérémy créé par Xana qui était aux commandes de l'ordinateur. Odd et Yumi étant sans défense, Xana en profite pour envoyer la méduse et prendre le contrôle d'Aelita pour détruire le territoire de la montagne. Tous les territoires basiques de Lyoko sont détruits. Heureusement, Jérémy a trouvé le moyen de matérialiser la bande directement sur le 5e territoire. Yumi, constatant la gravité de la situation, décide de changer d'avis et d'accepter l'inclusion de William dans l'équipe. William se fait scanner et devient officiellement un Lyoko guerrier. Alors, comment tu te sens? Prêt à aller en découdre avec Xana et ses monstres. Et puis surtout, j'ai hâte de voir le look que j'aurai sur Lyoko. Samantha est de retour. Elle est venue pour la journée pour participer à la compète de skateboard du collège. Au grand plaisir de notre cher Odd. Jérémy, quant à lui, doit passer la journée avec Millie et Tamia pour leur journal étudiant. Soudainement, il reçoit un appel d'Aelita pour lui dire que Xana a lancé une attaque sur le cœur de Lyoko. Malheureusement, Jérémy, poltron comme il est, n'est pas capable de dire à deux petites filles de dégager et dit à Aelita qu'il ne pourra malheureusement pas se libérer. Ulrich reçoit également un appel d'Aelita, mais au moment de s'en aller, c'est son père qui débarque pour parler de ses notes désastreuses. Il demande à Sam de laisser un message à Odd avant de partir. Sam, je peux te laisser un message pour Odd? Bien sûr. Bah, dis-lui de se rendre rapidement où il sait. Ok. Wow, je me suis éclatée. Mais il est où, Ulrich? Bah, je sais pas. Il t'a rien dit? Bah non. Oh la sale. Aelita appelle Yumi mais elle a son petit frère à garder. Elle ne peut pas sortir sinon il va tout balancer à ses parents. Vous voyez où cet épisode s'en va, n'est-ce pas? Il ne reste plus qu'elle et William. Ils décident malgré tout de se rendre sur le 5e territoire par scannage différé. En gros, Aelita met un minuteur puis ils vont tous les deux dans la salle des scanners. Mais que dire de la forme de William sur Lyoko? Il est trop badass. Il a vachement la classe avec sa tenue blanche et sa grosse épée. J'ai hâte de le voir combattre aux côtés d'Ulrich dans les prochains épisodes. Très vite, on se rend compte que William a laissé ses neurones sur Terre. Se pensant dans un jeu vidéo, ils foncent tête baissée malgré les avertissements d'Aelita. Il a beau être téméraire, William est très fort. Il s'occupe des rampants de Carthage sans aucun problème. Alors qu'il pensait avoir vaincu tout le monde, devinez qui débarque. Il y a une bête super bizarre qui vient d'arriver. C'est une sorte de méduse volante. C'est bon, fort comme il est, il ne fera qu'une seule bouchée de la Non, ce n'est pas possible. William, ça va? Mais non, c'est une blague, vous n'êtes pas sérieux. Je savais que c'était pas une bonne idée de t'intégrer dans notre bande. Mais non, mais vous devez vous foutre de ma gueule! William pète le cœur et détruit Lyoko. Xana a gagné, les gars. Décontenancés, nos héros se rassemblent pour parler de leur défaite, alors que, soudainement, Jérémy reçoit un message de Franz Hopper lui-même. Il aurait survécu à la destruction de Lyoko.
Cette saison était éclatée, que dire de plus? Il ne s'est rien passé. La destruction des territoires était expédiée à chaque épisode, sans aucun réel enjeu ni tension dans cette saison. La bande était comme ça, l'air de rien, comme si tout se passait comme d'hab. Franz Hopper et le passé d'Aelita passent à la trappe pour qu'on se remange des épisodes fillers sans intérêt. On repart dans la qualité d'écriture des épisodes de la saison 1, où les intrigues qui accablent les protagonistes sont sans intérêt et cousues de fil blanc, le tout brodé d'un mince fil rouge qui lie à peine les épisodes entre eux. La saison apporte extrêmement peu de nouveautés par rapport à la saison 2, pour qu'on expédie l'histoire avec un final au mieux médiocre. Puis on passe la saison à se coltiner cette putain de méduse qui revient comme l'odeur de la merde que t'écrases et qui reste sous tes chaussures la journée longue, que tu remarques juste quand elle vient pointer le bout de ton nez 2 secondes quand tu marches. Cette méduse sert à rien, à part essayer de violer des jeunes filles sans défense et nous gâcher l'inclusion du personnage le plus badass de la série. Et commencez pas à me parler de William. Seigneur. Bon, je vais vous expliquer pourquoi la transformation de William en méchant était une mauvaise décision scénaristique. En revoyant la saison 3, après mûre réflexion, je peux affirmer qu'il s'agissait clairement d'une saison dite de transition, c'est-à-dire une saison qui n'instaure pas énormément de nouveautés, mais qui sert essentiellement à introduire des éléments importants pour la saison suivante. Le développement du personnage de William nous le prouve clairement. On le voit s'immiscer dans les affaires de la bande pendant toute la saison, mais il ne devient Lyoko guerrier et méchant qu'au dernier épisode de la saison. Il jouera sûrement un rôle majeur plus tard, mais c'est une opportunité clairement ratée. Pourquoi? Parce que l'ajout d'un 5e Lyoko guerrier était probablement la nouveauté fantasmée par tous les fans de la série. Vous allez sûrement me répondre que de faire en sorte que William devienne un antagoniste était une idée brillante et subversive. Je vous dirais que je suis d'accord, mais que l'idée pêche dans son exécution. À mon avis, avoir fait en sorte que William devienne Lyoko guerrier au début de la saison l'aurait rendu beaucoup plus intéressante. En plus, sa perte aurait été beaucoup plus impactante aux yeux des spectateurs. Je sais que William était un personnage qui ne se prenait pas trop au sérieux à la base, qu'il était censé être tête en l'air par moments, donc qu'il soit enclin à commettre des erreurs. Mais là, ce qui s'est passé en fin de saison était de la pure stupidité. Et par-dessus tout, vous voulez savoir pourquoi l'antagonisation de William est le plus gros doigt d'honneur que les scénaristes aient pu nous faire? Parce que ça donne une raison au héros de ne plus jamais recruter de Lyoko guerrier de la série. On ne voudrait pas qu'il arrive un autre incident comme William, n'est-ce pas? Les scénaristes viennent de réduire tous nos espoirs à néant. La saison 3 de cette série est loin de m'avoir convaincu. Mais si mon hypothèse est exacte, cette saison servait à introduire la saison suivante. Accrochez-vous tout le monde, nous arrivons bientôt à la fin de notre périple. La saison 3, saison finale de cette série. Saison 4. La victoire de Xana était presque totale. Lyoko a été détruit, empêchant nos héros de pouvoir lui tenir tête et de le traquer dans le réseau informatique mondial. Cependant, Xana a oublié d'ajouter une variable à son équation. Il n'est plus le seul à se terrer dans le réseau. Franz Hopper, s'étant retrouvé dans la mer numérique après la destruction de Lyoko, possède toutes les données requises pour aider Jérémy et Aelita à recréer le monde virtuel. L'espoir perdure. Ils pourront toujours combattre. Le sort de William reste le sujet de toutes les discussions. Ayant disparu en même temps que Lyoko, il erre aussi quelque part dans le réseau. Jérémy en est certain. Nos héros auront donc comme but de retrouver William pour le libérer de l'emprise de Xana et de mener une dernière offensive contre le programme multi-agent pour le détruire une bonne fois pour toutes. Cette saison apporte son lot de nouveautés sur Lyoko. Commençons par la plus grosse. La bande change de style. Ulrich est classe. Son manteau lui va bien et le vieillit un peu. Très cool. Le nouveau style de Yumi est pas terrible, surtout comparé à son style d'avant. Ça colle pas vraiment avec ce qu'elle porterait habituellement. Son pantalon a juste l'air trop petit. On dirait le style d'un enfant de 12 ans. Surtout avec les étoiles qui n'ont pas du tout leur place. Odd et Aelita sont super, rien à dire. Jérémy aurait été bien si c'était pas pour cette vieille ligne bleue qui vient de nulle part là. Les protagonistes ont aussi droit à un relooking sur Lyoko, des upgrades minutieusement programmés par Jérémy. Ulrich se bat désormais avec 2 épées. Il laisse sa tenue d'inspiration samouraï pour une combinaison. Pour Yumi... Jérémy, ces trucs sur mon front, c'est pour renforcer ma télékinésie, c'est ça? Non, c'est purement esthétique. C'est pour casser ton énorme front. Ah, ok. Et ma combi qui me moule le cul, c'est un choix esthétique, j'imagine? C'est pour économiser de l'espace de stockage. Ton cul prenait trop de place. Odd lâche aussi ses vêtements pour une combinaison. Il garde ses attributs de chat. J'ai aussi l'impression qu'ils lui ont donné des épaules plus larges. Il a l'air moins androgyne comme ça. Aelita a aussi droit à une combi, avec un genre de jupe transparente super cute. Elle a aussi droit à un nouveau pouvoir vachement pratique. Elle peut voler avec sa nouvelle paire d'ailes. Les redesigns sont vraiment cool. Je vais avoir besoin d'un peu de temps d'adaptation pour Odd, mais j'aime qu'il soit parti pour une approche plus futuriste. Il s'éloigne du côté jeu vidéo des anciens designs pour aller dans une direction sci-fi avec plus d'uniformité. Pour le reste des nouveautés, je
vous les présenterai au fur et à mesure des épisodes pour plus de contexte. On se prépare pour un dernier round des épisodes notables de la série, je vous avertis, il y en a beaucoup, asseyez-vous bien. Le réveil de Xana. Le réveil de Xana a été diffusé à la fin de la saison 3. Je l'ai mis dans la saison 4 par choix. Ce double épisode est là où tout a commencé chronologiquement. Il raconte comment Jérémie a découvert le supercalculateur en cherchant des pièces détachées. En activant le supercalculateur, il a réveillé Aelita. C'est là qu'il rencontre sa baby girl pour la première fois. Elle n'a aucun souvenir, donc Jérémie lui donne le nom temporaire de Maya. En activant le supercalculateur, Jérémie a aussi réveillé Xana. Le lendemain, on passe à Ulrich qui fait la rencontre de Odd, qui avait une autre coupe de cheveux à ce moment. Ça lui va bien, je trouve. Ils font connaissance pendant la journée. Puis en cours d'arts martiaux, Ulrich fait la rencontre de Yumi, elle aussi nouvelle. En soirée, Xana essaie d'attaquer Jérémie dans sa chambre, par l'intermédiaire d'un des robots qu'il avait fabriqué en cours. C'est Ulrich qui vient le sauver. Il dit à Jérémie qu'il ne sortira pas de sa chambre sans explication. C'est la deuxième fois qu'Ulrich l'aide. Il l'avait déjà emmené chez l'infirmière quand il s'est fait mystérieusement électriser par la machine à chocolat chaud. Jérémie n'a alors pas le choix. Il lui explique tout. Il fait visiter l'usine à Ulrich. Rendu à la salle des scanners, Ulrich est sceptique par rapport à la virtualisation de gens dans un univers virtuel. Ne voulant pas essayer lui-même, il décide d'envoyer un cobaye à sa place. Ce cobaye n'est nul autre que Kiwi, le chien de Odd. L'enfant. Ulrich se fait poursuivre par Odd et Sissi jusqu'à l'usine. Ouais, Sissi avait un rencard avec Ulrich mais lui a posé un lapin. Elle a fini par suivre Odd. Les deux se retrouvent dans la salle des scanners. Essayant d'attraper son chien pendant que Jérémie entamait le processus de virtualisation, c'est Odd qui se fait scanner à la place de Kiwi. Voyant qu'il a survécu, Ulrich finit par le suivre peu de temps après. Sissi décide de remonter rejoindre Jérémie. Je vais vous passer le reste de l'épisode. Yumi se fait virtualiser plus tard, ils combattent Xana sur Lyoko et Aelita désactive la tour. Ils retournent dans le passé pour la première fois. Jérémie, étant le seul à n'avoir pas été virtualisé, a tout oublié. C'est le reste de la bande qui lui raconte les événements. Pour ce qui est de Sissi, elle a montré qu'elle n'était pas digne de confiance. Elle a tout balancé au proviseur avant le retour vers le passé, brisant sa promesse de garder le secret. Elle ne deviendra donc pas une Lyoko guerrière. Dommage. Jérémie et Aelita ont réussi à reconstruire Lyoko, presque. Ils n'ont réussi à recréer que le 5e territoire pour l'instant. La quête pour retrouver William peut enfin commencer. En attendant, Jérémie appelle le proviseur en se faisant passer pour son père pour lui dire qu'il sera en vacances avec lui. Mais si j'ai bien compris, votre fils William vous a rejoint à l'étranger. Mais il sera donc absent du collège jusqu'à votre retour de voyage. Oui, c'est cela, absolument. N'y voyez aucun mal, mais peut-être que votre fils ici aurait pu en faire autant. Le boss. Quelques jours plus tard, t'as Sissi qui, comme d'hab, vient fouiller son nez là où on lui a pas demandé. Hey Yumi, tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans la forêt avec William et toi? Ça a dû frissonner grave, non? Je vois pas de quoi tu parles. Et puis, je sais pas qui t'a raconté ces conneries d'abord. C'est ton Willou d'amour qui m'a tout raconté. Tu peux nier comme tu le veux, ma chérie, mais j'ai toutes les preuves qu'il me faut. Laisse-la tranquille, Sissi. Si elle te dit qu'il s'est rien passé, alors il s'est rien passé. Alors, arrête de lui casser les couilles. Toujours là à lécher des bottes. Pauvre naze. William est là, en chair et en os. Il s'agit bien de lui. Aucune tour n'a été activée sur Lyoko. Il se souvient de tout jusqu'à sa capture par la méduse. La journée se déroule sans accroc. Aelita se fait harceler par Sissi, Millie et Tamia au sujet de ses prétendues origines canadiennes. Elle se fait sauver par William, qui les ordonne de dégager au plus sacrant. Merci, William. Sans toi, j'étais perdue. Tomber entre les griffes de Sissi, c'est pire Que de tomber entre les griffes de Xana, hein, c'est ça? Jérémie a pisté le signal du téléphone d'Aelita et William. Il se dirige vers l'usine. C'est sûrement un coup de Xana. Pendant ce temps, William, dans sa nouvelle tenue trop badass, emmène une Aelita inconsciente sur Lyoko. Il a pour but de l'emmener avec lui dans la mer numérique. Ah oui, je tiens à préciser que les héros n'auront leurs nouveaux uniformes que dans l'épisode suivant. Ulrich se lance à sa poursuite accompagné de Yumi. Malheureusement, il se fait dévirtualiser par une mine de Manta. La réussite de la mission repose donc dans les mains de notre chère Yumi. Réussira-t-elle à sauver la mise ? Eh ben, je suppose que non. J'ai essayé de ne pas être mauvaise langue jusque-là, mais Yumi est une guerrière assez nulle dans la série. Cette saison va nous le prouver. Finalement, Yumi se fait dévirtualiser in extremis par le vrai GOAT de la série, qui sauve Aelita des griffes de William au passage. Mais quel boss! William finit par plonger seul dans la mer numérique. Il est parti rejoindre son nouveau maître, Xana. Salut tout le monde! Dis donc, Jérémie, t'es vachement en forme aujourd'hui. Y a pas à dire, je pète la forme. Yumi, c'est moi ou t'es plus ravissante que d'habitude?
Tu te souviens de ce que t'avais dit dans la saison 1? Je veux que tu me défonces maintenant, Jérémy. Allons, Jérémy. Eric est trop heureux et il veut rien essayer avec moi. Laisse-toi faire, ça se fait tout seul. C'était pas la vraie moi, je te rappelle. Et puis, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? 3 fois rien. Juste que quand je vois tes yeux, j'ai du mal à brider mon amour pour toi, ma chérie. T'as compris? Les yeux bridés. Xana! Bon, Jérémy a créé un clone de lui-même pour lui permettre de travailler sur le programme de récupération de William. Étonnamment, il a réussi à le faire plus d'alleux que Odd. Mais je te ramène. Waouh. Puis à la fin de l'épisode, grâce à son expérience, Jérémy va créer un clone de William pour qu'il prenne sa place temporairement. Le truc c'est qu'il est... comment dire... Alors, mon petit Dimbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. Bah, n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Mais quel c***! Je ne l'aurais pas si bien dit. On a Dante de Devil May Cry qui débarque au collège. Je suis heureuse, on va libérer William. Aelita est un peu trop heureuse de libérer William. Bizarre. T'as encore William qui court toujours avec un balai dans le cul. Yumi se fait encore péter. Grosse nouveauté dans cette saison, le Skid Bladnir, un engin sous-marin qui permettra à nos héros de voyager dans la mer numérique pour chercher des réplicas dans le réseau informatique mondial. Les réplicas sont des copies du monde de Lyoko créés par Xana grâce à des supercalculateurs situés un peu partout dans le monde. En plus de sauver William, nos Lyoko guerriers auront comme objectif de détruire les supercalculateurs de Xana. À quoi est-ce que toute cette puissance va-t-il lui servir? Ce sera à la bande de le découvrir. Et moi, je veux découvrir pourquoi la prof d'histoire est aussi charmante, mademoiselle. Pour résumer, Jérémy est nul en sport. Mais enfin, c'est pas possible. Je suis quand même pas si nul que ça en sport. Mais non, voyons, tu... Bah si, en fait, t'es vraiment à chier en sport. Mais c'est bon, de toute façon, j'ai jamais aimé les gars sportifs ni les gars grands, forts, courageux, musclés, confiants et drôles. C'est tellement basique, ma foi. Vous vous souvenez de ces dernières attaques? Laquelle? Celle avec les arbres ou celle de la piscine? Odd, on avait dit qu'on ne parlerait plus de l'attaque de la piscine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attaque de la piscine? Rien. Rien du tout. Je suis aussi perdu que vous là-dessus. Je peux vous assurer qu'on n'aura aucun épisode sur l'attaque de la piscine. Ça a dû frissonner comme pas permis. Dommage. Pendant ce temps, sur Lyoko... Je te l'ai dit avant de t'affronter, c'est juste un échauffement pour moi. Salut Noémie. Dis donc, ça te dirait ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Ça va pas la tête? Ok... Odd a demandé à Aelita de trouver une excuse pour son absence pendant le cours de gym. Par un malheureux concours de circonstances, Jim se rend compte de la supercherie et trouve Odd dans sa chambre en train de roupiller. Aelita a menti. Résultat, les deux sont collés. Ils ne peuvent plus se blairer depuis. Si, ouais, Aelita. T'aurais pas pu trouver une meilleure excuse? L'infirmerie? Sérieusement? Mais attends, comment j'aurais pu deviner que Jim finirait à l'infirmerie en se pétant le dos après une démonstration de saut à la perche, voyons? On a 4 heures de retenue à cause de toi, grosse conne. Je devais sortir avec Mélanie cet après-midi. T'es vraiment qu'un sale c***. Tu penses que j'en ai quelque chose à foutre de ton rencard avec ta meuf? On n'en serait pas là si tu dormais pas comme une grosse feignasse. De toute façon, Mélanie, elle va te quitter comme toutes les autres parce que t'as une petite bite. Toutes les filles de l'école le disent. On peut dire que l'atmosphère est à couper au couteau. Sympa l'ambiance. J'ai manqué quelque chose. Longue histoire. Je te raconterai plus tard. Vous êtes prêts à explorer le réseau, les gars? Tant que j'ai pas parlé à grosse c***, c'est bon pour moi. Parfait pour moi. J'ai rien à dire à la petite bite. Grosse c***. Petite bite. Grosse c***. Petite bite. Grosse c***. Petite bite. Grosse Petite Bonheur et volupté. A few moments later. Sacré Odd. Encore une prouesse à inscrire sur son tableau de chasse. Ok Yumi, pas mal pour cette fois.
la vitesse du météore VG724 sont telles que s'il percutait la Terre, il provoquerait une explosion équivalent à 1000 bombes atomiques. Ce serait l'extinction de la flore et de la faune et de l'espèce humaine. Par ailleurs, des informations confidentielles font état d'un satellite militaire qui serait doté d'un canon laser qui serait capable de dévier la course de ce genre de menace météoritique. Ce serait fâcheux si un programme multi-agent avait la capacité de s'en emparer pour dévier la trajectoire du météore vers l'usine, n'est-ce pas? La Méduse essaye de détruire le Skid. Alors que Yumi arrive sur Lyoko, elle se retrouve de nouveau nez à nez avec William. Pendant leur combat, les mots de Yumi font remonter des souvenirs dans la tête de William. Il essaye de se libérer de l'emprise de Xana. Malheureusement, sa volonté n'était pas assez forte. Aelita et Jérémie ont travaillé sur un nouveau programme de défense. Bien sûr, c'est Aelita qui l'active dans la salle des commandes. Le programme tue la Méduse d'un seul coup. C'est fini! Elle est finalement morte, cette pute! C'est un épisode centré sur la relation Yumi-Hiroki. Hiroki a perdu le journal intime de Yumi et celle-ci lui en veut énormément. Pendant ses pérégrinations dans la mer numérique, Yumi se retrouve séparée du groupe à la suite d'un accident. Pensant que son heure est venue, elle se remémore les moments qu'elle a passés avec son petit frère. Un épisode mignon, j'ai pas grand chose à rajouter. Nos héros explorent leur premier réplica, qui ne compte que le territoire de la forêt. Ils arriment le Skid à la tour et Jérémie translate Odd et Aelita sur Terre. On peut changer translater par téléporter sur Terre, essentiellement. Plus précisément dans un laboratoire en Amazonie. C'est là que se trouve le supercalculateur à l'origine du réplica. Et je dois le dire, c'est super cool de voir les persos dans leur tenue de guerrier dans un style 2D. C'est une idée super bien trouvée. Bref, pendant leur infiltration, ils se rendent compte que des araignées se font génétiquement modifier dans le laboratoire. Tout ça par des scientifiques contrôlés par Xana. Bizarre. Ils échouent malheureusement la mission. Sur Lyoko, William débarque et prend le contrôle de la tour, annulant la translation avant qu'il puisse détruire le supercalculateur. Yumi? Quoi encore? Tiens, joyeux anniversaire. Merci, c'est vraiment gentil. Eh ben, tu l'ouvres pas? Au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. D'accord. Ulrich avait oublié son cadeau pour l'anniversaire de Yumi. Il n'aura pas de temps dans la journée pour lui en acheter. Heureusement, Odd part faire des courses. Il va lui trouver un collier comme cadeau. Un vrai frérot, le mec. Odd, merci encore pour le cadeau. Tu m'as sauvé la mise. Quoi? Ah, me suis trompée de paquet. Elle a le cadeau pour Mélanie. On voit Ulrich, Yumi et Odds dans un style 2D. Odds détruit le supercalculateur en Amazonie et pète la gueule à William tout seul. Mais quel boss! On a un petit cauchemar d'Aelita au début de l'épisode. Sa mère se serait fait enlever par des hommes en noir. C'est le temps des fêtes. Tout le monde part en vacances voir sa famille. Sauf Aelita, qui a décidé de refuser l'offre de Yumi de venir passer des fêtes chez elle. Elle va donc rester seule au collège. Elle se remémore du jour de Noël où elle a reçu sa peluche de lutin. Elle est encore toute petite. Sa mère et son père étaient toujours là. Soudainement, c'est Franz Hopper lui-même qui lui envoie un message. Il lui demande de le rejoindre à l'usine. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va? Une fois sur Lyoko, elle rentre dans un genre de bulle virtuelle où elle arrive dans le chalet de ses souvenirs. Elle trouve son père qui joue du piano. Elle s'empresse de le serrer dans ses bras. Aelita, on a tant de choses à se raconter. Et on a si peu de temps. Je te croyais perdu dans le réseau. Perdu? Non. Quand Xana a détruit Lyoko, j'ai dû m'enfuir. Vachement touchant comme moment. Bon, je vais vous gâcher la surprise, Xana est derrière tout ça. Aelita l'a su quand elle s'est rendue compte que Franz a recréé leur chalet comme dans ses souvenirs. À la seule différence que la mère d'Aelita n'est pas là. Le vrai Franz n'aurait jamais commis une erreur pareille. Après moult péripéties, Jérémie explique que Franz Hopper est bel et bien toujours dans les parages. Il est l'ennemi le plus redoutable de Xana. C'est pour ça que le programme s'efforce à emmener sa fille dans la mer numérique, pour forcer Hopper à sortir de sa tanière et ainsi pouvoir le tuer une bonne fois pour toutes. Regarde, ça c'est quand tu m'apprends à parler turc dans ma chambre. Git kendini becer pislik. Ulrich et Yumi réussissent à détruire le supercalculateur situé au Nouveau-Mexique. C'est un second réplica qui coule. Salut gamin! Prêt pour le grand frisson? Je crois. Bringa, une Islandaise qui est en correspondance avec Sissi, est venue visiter le collège pendant 4 jours. Sa beauté ne laisse personne indifférent. Elle fait sensation auprès des garçons du collège, surtout notre cher Odd. Et ouais, mais
C'est ma pétole à la star! À tantôt! Pour vrai, je vois pas ce qu'elle trouve à ce nain de jardin, sérieux. Te jure? Pourquoi elle craque pour un imbécile pareil? Non, mais vous vous êtes entendus? Vous parlez d'un de vos potes, là. Bande de faux frérots. Vous êtes trop jaloux, pour vrai. Jaloux? Moi? Voyons, je ne fais que calculer les probabilités qu'une fille comme elle sorte avec un crétin comme lui. Garde tes calculs pour Lyoko. Les meufs, ça a jamais été ton truc de toute façon. Hé, Ulrich, mais tu t'es vu comment tu l'as maté? Oh, commence pas, toi! Surtout avec ce qui s'est passé avec William. On t'a jamais dit de pas parler la bouche pleine? Odd, il faut que tu casses avec Bringa. De toute façon, c'est qu'une p***. Ouais, cette meuf cause trop de problèmes dans le groupe. C'est la mission qui est en danger. Faut que tu la taises, frérot. Ben non, ça a pas de bon sens. Vous pouvez pas me demander de casser avec? Elle a rien fait! Bande de jaloux! Je crée mon camp! Áttu í vandræðum ástin mín. Þú virðist ekki vera í góðu skapi. Ah, c'est rien, babe. Mes amis, c'est juste des visages à deux faces. Pendant une sortie de nuit, Bringa réussit à convaincre Odd de tout lui raconter sur l'usine et sur Lyoko. Elle le convainc même de l'emmener faire un tour à l'usine. Dans le labo, Bringa arrête un calcul en cours en appuyant sur le clavier, déréglant le supercalculateur. Odd, j'étais de ton côté jusque-là, mais là t'es vraiment con, frérot. Bref, Jérémy et compagnie s'en rendent compte et décident d'envoyer Ulrich et Yumi le confronter. Odd s'excuse à demi-mot et décide de suivre Bringa à la piscine. Xana montre le bout de son nez. Toute la bande, sauf Odd, débarque sur Lyoko. Une grosse baston avec William s'ensuit. Attends, mais tu te fous de ma gueule. Le cancre là était juste devant toi, Yumi. Comment tu t'es fait avoir? Mais t'es tellement à chier. Au final, Odd vient et sauve la mise. Il a trahi le secret, mais il est tellement fort que le groupe peut pas se passer de lui, donc c'est pas grave. Pour Bringa, elle rentre dans son pays, donc elle dira rien à personne. Pas besoin de retour vers le passé. Nos héros détruisent le 3e réplica dont le supercalculateur se trouve dans la station orbitale internationale. Le cousin cool de Jérémy débarque à Kadik. Alita va faire la première partie du concert des Subdigitals, le groupe de Dante de Devil May Cry. Mais notre DJ favorite se fait capturer par Xana avant de pouvoir performer. Alita a trouvé une photo d'elle et son père. Pas vous mentir, Franz était un vrai tchad à cette époque. On apprend que Franz était un ancien prof de sciences au collège Kadik, avant de se faire remplacer par Madame Hertz. Monsieur Delmas n'a jamais su qu'Hopper avait une fille parce qu'elle faisait ses cours par correspondance. Ok, je tiens juste à dire qu'Alita est trop badass dans cette séquence. On apprend à la fin de l'épisode que le vrai nom de famille d'Alita n'est pas Hopper mais bien Schaeffer. Ils ont décidé de changer d'identité quand ils ont déménagé à l'Ermitage. Les parents de Odd débarquent pour voir la première de son film. Odd a leaké une photo de Yumi et a fait promettre à Ulrich de dire que c'est lui qui l'a fait. Conséquence, Yumi boude Ulrich pendant tout l'épisode. Sur Lyoko, nos guerriers se translatent en Sibérie. C'est là que se trouve le supercalculateur du 4e réplica. Soudainement, Odd et Yumi se retrouvent face à face avec nul autre que... William, qui s'est translaté lui aussi dans le monde réel. Après avoir réussi à s'en débarrasser, ils parviennent à la salle du supercalculateur, mais sa composition les empêche de le détruire de façon sécuritaire. Sur Lyoko, quelque chose de bizarre se passe. Wow, c'était quoi ça? Aucune idée. Xana utilise toute son énergie pour créer un monstre aux proportions titanesques qui balaie Ulrich et Alita du revers de la main. Yumi et Odd réussissent à extirper le skate de cette situation épineuse. Rassemblés au labo, la bande décide de nommer le monstre le Colosse, avec un K. La guerre contre Xana se complexifie. Jérémy s'est rendu compte que Xana possède des centaines de réplicas à travers le monde sous son contrôle. Avec le Colosse comme gardien, réussir à tous les détruire est une tâche impossible. Il va falloir changer d'approche. Pour Ulrich et Yumi... Justement, il faut que tu saches... Non, laisse-moi parler. Tu voulais attirer mon attention, c'est ça, hein? T'avais envie qu'on se prenne la tête et que du coup je recommence à penser à toi jour et nuit. Hein? Tu sais, t'as pas besoin de faire ça. La prochaine fois, parle-moi avant de faire un truc idiot. Allez, bonne nuit. Waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. T'y crois pas? Vous êtes pire que Yumi et Ulrich, tous les deux. Eh, bah quoi, c'est vrai? Vous essayez toujours de nous faire croire qu'entre vous deux, c'est copains et c'est tout.
Odd qui dit les termes. Grâce aux notes de Franz Hopper et aux données obtenues à travers les voyages à bord du Skid, Jérémy a trouvé la solution pour vaincre Xana une bonne fois pour toutes. Il a eu comme idée de programmer un système multi-agent, un genre d'antivirus qui détruirait Xana et ses monstres virtuels. Pour William, Xana a commis une grave erreur. En le translatant en Sibérie, Jérémy a obtenu les données nécessaires pour programmer un moyen de le libérer. En gros, il suffit qu'Aelita rejoigne le supercalculateur correspondant au réplica banquise et lance un programme au moment précis où l'un d'entre vous dévirtualise William. Pendant ce temps, les parents de William sont venus à Kadik pour voir leur fils. Assez facile d'imaginer leur surprise quand il parle à son clone. Ulrich, quand on aura libéré William, tu seras pas jaloux s'il recommence à me scotcher? Moi bien sûr que non, c'est fini tout ça. Après tout, nous deux, on est seulement copains et c'est tout, non? Donc Odd et Aelita se rendent en Sibérie pour s'emparer du supercalculateur. Ils entrent dans une grande salle où une armée de robots est entreposée. On peut supposer qu'ils ont été manufacturés par Xana dans l'objectif de contrôler le monde façon Skynet. Ils finissent par s'activer et à les attaquer. En grande infériorité numérique, ils n'ont d'autre choix que de se diriger directement à la salle du supercalculateur. Aelita part devant alors que Odd essaye de retenir l'armée. Il se fait détranslater au passage. Sur Lyoko, Ulrich et Yumi se battent contre William et le Colosse. Jérémy utilise le système multi-agent pour l'immobiliser, permettant à Ulrich de monter dessus pour affronter William sur l'épaule du Colosse. Malheureusement, le système de Jérémy n'a pas assez de puissance. Le Colosse parvient à s'extirper de son emprise et crève Yumi comme une mouche. En Sibérie, Aelita, se retrouvant seule, essaye tant bien que mal de rentrer ses données dans l'ordinateur, mais les robots débarquent dans la salle. Ulrich et William continuent à combattre sur le dos du Colosse. Après une rude confrontation, Ulrich parvient à le neutraliser. Jérémy envoie le signal à Aelita pour activer le programme, mais William parvient à s'enfuir in extremis. Ulrich se fait écraser par le Colosse et se fait dévirtualiser. Le Colosse est sur le point de détruire le Skid. La situation est désespérée pour nos héros. William crie victoire, jusqu'au moment où il se fait dévirtualiser par nul autre que Odd. William est bel et bien de retour. Les efforts de nos héros n'auront pas été vains, mais la situation n'est pas encore totalement réglée. Le Colosse balaie le Skid d'un seul coup avec Aelita dedans, l'envoyant dans la mer numérique. Sauf que non en fait, Aelita s'est fait dévirtualiser avant sa destruction complète. Quelle chance, n'est-ce pas? Ils ramènent William et le font changer de place avec son clone, juste à temps pour que personne ne s'en rende compte. Tout est bien qui finit bien. Avec William de retour, il ne reste plus qu'à s'occuper de Xana. Leur dernier espoir pour le vaincre réside dans le système multi-agent. William reprend sa vie à Kadik, mais il se fait bouder par Ulrich et Odd. Salut, est-ce que je peux m'asseoir? Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Non, William, reste. Ne fatigue pas, Aelita. Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. C'est pas très sympa de le traiter de cette manière. William n'est plus notre ennemi. Mais il l'a été. Il a été l'allié de Xana. Contre son gré. Peut-être, mais c'est sa faute. S'il n'avait pas été aussi crâneur, la méduse l'aurait jamais attrapé. Moi aussi, j'ai été victime de la méduse, plusieurs fois. Et ça aurait pu vous arriver également. Aelita qui est la voix de la raison, encore une fois, je l'adore cette fille. Rendu à ce stade, je pense que je suis team Aelita les gars. C'est le seul personnage qui a un semblant de développement dans la série. Franz Hopper est apparu sur Lyoko. Il a contacté Jérémy pour lui transmettre des coordonnées dans le territoire de la banquise. Tout le monde va partir sur Lyoko pour se rendre au lieu de rendez-vous. Tout le monde sauf William, qui arrive au labo soudainement pour venir avec eux sur Lyoko. Mais selon Yumi... Xana t'a capturé une fois, il peut recommencer. Contrairement à nous, tu n'es pas assez... résistant. Je vous avais dit quoi dans la saison 3? Eh ben ouais, on n'aura même pas une dernière fois le William sur Lyoko. Sur Lyoko, Aelita rencontre Franz qui est sous forme de boule d'énergie. Il dit à Aelita qu'il va lui transmettre des infos. Pendant ce temps, Xana enclenche son attaque. Il a fait apparaître le Colosse et prend le contrôle de William, qui assomme Jérémy en un clin d'œil. Aelita, qui n'a plus de nouvelles de Jérémy, demande à Yumi de se dévirtualiser sur Terre pour lui prêter main forte. Elle se retrouve nez à nez avec un William xanatifié. Pendant que nos héros se fritent avec le Colosse, Hopper décide de partir dans la mer numérique. Il a terminé de transmettre les données du programme anti-Xana à Jérémy. Ils doivent se rendre sur Carthage pour activer le programme. Odd et Aelita y vont pendant qu'Ulrich s'occupe du Colosse. Il parvient à en venir à bout en touchant son point faible, mais se fait dévirtualiser au passage. Il part prêter main forte à Yumi. Une fois dans la voûte céleste, Jérémy envoie les informations à Aelita pour qu'elle active le programme. Il n'y a cependant pas assez d'énergie. En plus, une armée de Manta est venue les assaillir, dévirtualisant Odd. Aelita est seule sur Lyoko.
Franz Hopper réapparaît pour protéger Aelita des Manta. Il donne même de sa propre énergie, permettant à Aelita d'enclencher le programme. Aelita, si tu ne relances pas le programme maintenant, ton père va se sacrifier pour rien. Fais-le! Fais-le! Après la disparition de son père, Aelita active le programme, qui détruit méticuleusement chacun des sbires de Xana, tous les réplicas existants et finalement Xana lui-même. On peut voir Xana se tordre de douleur alors qu'il sort du corps de William. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Il prend la forme d'un visage agonisant, avant de disparaître pour toujours. Ça y est, la lutte contre Xana touche à sa fin. Nos héros ont triomphé. Toute la bande se retrouve pour le petit déjeuner. Une atmosphère morose flotte dans l'air. C'est la fin de leurs aventures sur Lyoko. Ils décident de se rendre à l'usine pour désactiver le supercalculateur. Alors que Jérémy est sur le point d'actionner le levier, son bras se bloque. Il est incapable de le faire. Il faut comprendre que Jérémy a dédié toute son âme dans la lutte contre Xana. C'est le membre du groupe qui a le plus travaillé pour défendre le monde contre la menace informatique. Mettre fin à cette lutte consisterait à mettre fin à sa raison de vivre. Par conséquent, Jérémy est pris par l'angoisse de vivre sans un but aussi noble que de sauver le monde. Il redevient Jérémy Bellepoix, l'intello du collège fou d'informatique qui n'avait aucun ami. Il propose de voter pour ou contre l'extinction du supercalculateur. Finalement, Yumi est la seule à voter pour. Jérémy et Yumi prennent le temps de parler de leur décision. Jérémy apporte une réflexion intéressante. Finalement, la bande n'était liée qu'à cause de leur lutte contre Xana. Xana étant hors d'état de nuire. Qu'est-ce qui lie les membres du groupe entre eux, désormais? Jérémy veut entendre de la bouche de Yumi que leur amitié perdurera après Lyoko et la désactivation du supercalculateur. Yumi lui assure que leur amitié est solide et qu'ils resteront ensemble malgré tout. Au cours de l'épisode, différents flashbacks des personnages sont joués, nous remémorant différents moments de leurs aventures. Odd et Ulrich se parlent de leurs décisions. Odd craint de s'ennuyer des frissons de ses affrontements contre les sbires de Xana, du piment que ça apportait à sa vie banale. Même chose pour Ulrich, il aimait bien sa vie de héros. Pendant ce temps, Sissi, qui avait placé un mouchard sur l'épaule d'Ulrich, a trouvé l'usine et le laboratoire. En cherchant un peu, elle a trouvé le journal de Jérémy qui relate tous les événements des dernières années, de la découverte de l'usine jusqu'à leur victoire contre Xana. En entendant toutes les dingueries qui se sont passées, Sissi est prise d'une crise d'angoisse. Pour Aelita, éteindre le supercalculateur serait dire adieu à son passé et au travail de son père. Mais grâce à Jérémy, elle est prête à tourner la page et à préparer son futur. Jérémy apporte encore une fois une réflexion intéressante. Ce qui est le plus fou dans toute cette histoire, c'est que personne ne saura qu'ils ont sauvé le monde. Je sais tout! Et je vais tout dire à papa! Sissi, encore hystérique, raconte absolument tout à son père. Pendant des mois, ils ont lutté contre un programme ultra dangereux dans un monde virtuel. Non seulement ils risquaient leur peau, mais aussi la nôtre. À cause d'eux, le collège Kadik a été saccagé par des nuées de frelons, des corbeaux agressifs et même un nounours géant. Est-ce que tu te rends compte? Non, pas à l'infirmerie, lâche-moi, il faut aller à l'usine! Ulrich hésite encore à éteindre le supercalculateur. C'est finalement Yumi qui le convainc qu'ils auront des moments aussi cool que sur Lyoko. C'est une promesse. Finalement, Jérémy enclenche un dernier retour vers le passé. De retour au début de la journée, toute la bande vote une dernière fois pour l'extinction du supercalculateur. Le vote est unanime. Jérémy actionne le levier, mettant fin à leur vie d'aventure et d'héroïsme. On a droit à un dernier au revoir de la part de toute la bande. Kodyoko est fini. Ah, et ben c'est fini les gars. L'épisode final m'a fait ressentir la même chose que j'ai ressenti à l'époque. Cette douce mélancolie qui accompagne la dernière rencontre de potes dont les chemins se séparent et ne se recroiseront jamais. L'épisode était simple mais efficace dans les émotions qu'il voulait véhiculer aux spectateurs. Ça a bien fonctionné pour moi. La saison 4 a adressé le plus gros problème que j'avais avec la série, que le monde de Lyoko n'était pas assez riche. L'inclusion des voyages en skid et l'exploration des réplicas était une idée géniale qui a rendu le visionnage très agréable. Pour ce qui est de l'histoire, même si je trouve qu'elle traîne encore beaucoup à mon goût, je peux apprécier l'effort des scénaristes de faire suivre les épisodes. C'est encore un peu flou par moments, mais il y a bien un sentiment de progression à travers les épisodes. De plus, l'animation des phases sur Lyoko s'est grandement améliorée. Il y a plein de passages et de combats dynamiques. Pour les points négatifs, on se retrouve encore avec des épisodes fillers sans intérêt. Même si à ce stade c'est un peu rendu à la base, je trouve qu'à part pour certains, les épisodes étaient peu intéressants dans leur déroulement. Mon plus gros point négatif est le traitement de William dans cette saison. Encore une fois, je peux
apprécier l'effort des scénaristes d'en faire un ennemi récurrent qui est menaçant. Ça fonctionne. Le gros du problème est qu'il n'a aucune personnalité. Il parle à peine. Ça me permet de rebondir sur un problème plus gros que j'ai avec cette série, c'est que Xana n'est pas un méchant charismatique. J'entends déjà les justifications. Xana est un programme informatique, c'est normal qu'il n'ait pas de personnalité. Xana qui ne parle pas donne une touche de mystère, ça le rend plus menaçant. Ce sont des arguments compréhensibles. Pendant presque toute la série, on ne sait pas vraiment quelle est la finalité des actions de Xana, ce qui rajoute une aura mystérieuse à son personnage. Faire parler Xana pour lui dire qu'il veut contrôler le monde aurait sûrement gâché le personnage. Mais un personnage qui ne parle pas et qui n'a pas de forme est dur à rendre intéressant. Si c'est pour ne pas faire parler Xana, faites au moins parler ses sbires. On a eu un exemple pour les gens qui se font xanatifier. On avait l'occasion parfaite d'avoir un méchant charismatique avec William qui était le bras droit de Xana, mais ils se sont plantés sur cet aspect. Un autre problème que j'ai avec cette série concerne tout l'arc narratif entourant Aelita et son père. Il est incomplet. On ne saura jamais comment Ryuko a été créé, ni ce qui arrivait à la mère d'Aelita, ni les origines de Xana, ni la raison pourquoi est-ce que Franz se faisait poursuivre par des hommes en noir. Ok. Il y a quelques infos que j'ai oublié d'ajouter lors de l'écriture du script original. Grâce à l'épisode 49 de la saison 2, on apprend par l'intermédiaire du faux Franz, donc de Xana lui-même, que Xana est un système multi-agent qu'Hopper a créé pour contrer un projet militaire. Des notes que je possède et de mes propres souvenirs, ce sont les seules informations que la série nous donne sur la famille d'Aelita et l'origine de Ryuko. Je trouve que c'était le fil rouge le plus important de toute la série et malheureusement, mes questions n'ont pas été répondues. On nous donne des indices comme le générique, mais sinon rien n'est concrètement expliqué. Puis sincèrement, le sacrifice de Franz Hopper à la fin aurait pu être tellement mieux. Pourquoi ne pas l'avoir fait parler un minimum avant de mourir? Pourquoi ne pas l'avoir fait parler pendant toute la série en fait? Occasion manquée, je trouve. Alors, est-ce que Code Lyoko est surcoté? Je n'irai pas jusqu'à dire que Code Lyoko est un dessin animé surcoté. Si on se penche sur la production, la série est encore belle. Les décors en 2D sont très beaux et pour l'animation, ça passe. Les phases en 3D, elles, ont vieilli, surtout dans les premières saisons, mais l'animation reste de bonne qualité. Pour les décors en 3D, Lyoko est composé de zones très vides. Mais bon, à ce stade, je chipote. C'est bien, surtout pour l'époque. Là où le bas blesse, c'est surtout dans l'écriture. Je serais incapable de conseiller la série à quelqu'un aujourd'hui. Les épisodes ne se suivent pas, ont souvent la même formule et sont nombreux. Tout ça pour avoir des bribes d'arc narratif qui restent incomplets à la fin de la série. La série est un produit de son temps, excellente à l'époque mais difficile à regarder aujourd'hui. Code Lyoko est dans ces séries qui ont désespérément besoin d'un reboot. Vous imaginez un reboot financé par Netflix ou Amazon Prime, dans le style des séries américaines d'ici ou dans un truc à la Invincible, avec toute la technologie 3D que l'on a aujourd'hui, les phases sur Lyoko seraient super. Tout ça avec une trame narrative qui se suit comme dans les séries de notre temps. On aurait la vision originale de Tania Palombo et de Thomas Romain avant qu'ils ne quittent le navire. Une série beaucoup plus sombre et violente, qui serait au standard des séries animées qui sortent aujourd'hui. Moonscoop a fermé ses portes en 2014, donnant les droits de Code Lyoko au studio Ellipse Anime. Selon Thomas Romain dans une interview avec BFM TV, le studio pourrait relancer la production de nouveaux épisodes si elle le voulait. Connaissant le succès de la série, l'engouement des fans à travers le monde est clairement présent. J'ai réfléchi à comment un reboot de Code Lyoko pourrait se dérouler. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de m'écouter en parler. Ça pourrait être un gros banger. Bon, il est temps de parler de la suite de la série. Je trouve que l'histoire racontée par les 4 saisons de la série originale est excellente, mais se perd parmi une tonne d'épisodes insignifiants. Sachant que la série a 20 ans maintenant, je trouve qu'un reboot avec moins d'épisodes permettrait de raconter toute l'histoire de manière plus concise, et de garder la volonté de Sophie de Croisette de garder les personnages comme on les connaît, tout en réussissant à rester pour un public relativement jeune. Après, s'il n'en tenait qu'à moi, j'aurais décidé de faire la série pour une audience plus vieille, clairement, genre 13 à 16 ans. La pop culture a beaucoup changé dans 20 ans, les animés sont devenus mainstream. Pour une série dont les créateurs aiment tant la culture japonaise, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose de plus mature et violent? Je tiens à rajouter que le studio Ellipse Anime va sortir une adaptation du manga français Dreamland. Le trailer a l'air d'être de quand même bonne couture, le studio a l'air d'être compétent. Code Lyoko reste et restera pour moi le dessin animé qui a eu le plus d'influence sur ma vie. C'est grâce à lui que je travaille dans l'industrie de l'animation. J'ai toujours eu comme rêve de créer une œuvre de fiction qui fascine les enfants comme j'ai été fasciné par Code Lyoko. J'espère un jour pouvoir accomplir ce rêve.